s'il y a une vidéo qui a fait 4 millions de vues. C'est je suis enceinte, mais je suis vierge. Et c'était ça le hook. Tu vois. Gachona, mais tu vois, un truc de ouf. On est au bord de la piscine, là. Il y a des gens qui nous payent. Putain, en fait, c'est possible de faire de l'argent sur Internet. T'étais en mode digital nomade. Ouais, voilà, j'étais en plein dans ce truc-là. C'est quoi la vie d'un chirurgien? Il voit des trucs de fou, mon frère. Il fait des trucs. Des fois, il monte son téléphone, il monte des photos, mais faut pas avoir ça dans ton téléphone. Tu te fais contrôler par la police, ça veut dire que t'es bizarre, toi. T'es d'externe, mon gars. Tu vois ou pas? Je vois très bien, c'est clair. Pourquoi t'as ta vision? Est-ce que par exemple, une phrase comme Africa is the future, ça te parle? Bien sûr, à 100%, tu vois. Monsieur James, allez, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Ça va super toujours. Hein. Bon, très très bien. Une fois n'est pas coutume, je dis toujours, mais je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro. Écoute, je suis très content d'être là aussi, c'est un honneur pour moi. Bon, je suis content, vraiment très content. Parce que nous, notre nouvelle tagline là sur Black Network, c'est Ensemble vers l'excellence. Et Kalimandjaro, ça a toujours été le podcast des ambitieux. Ouais. Pour moi, tu es en route vers l'excellence, forcément. Écoute, je l'espère. Ouais. On essaye de faire en sorte que... Mais... Ça, on a l'impression, en tout cas. Et quand on regarde la trajectoire, on se dit, en termes d'espace à Paris, de podcast, vous êtes aujourd'hui les numéro 1, non? Ouais, même tu peux dire... Ouais, toi, tu dis même en Europe, toi. En Europe, après, c'est facile parce qu'il n'y a pas grand monde. Donc bon, ouais. C'est pas comme si j'étais prétentieux, j'avais 20 000 concurrents et je disais qu'on est les numéros 1, alors que c'est pas le cas, tu vois. Parce qu'il y a tellement pas de marché, il n'y a pas tellement peu de concurrence pour le moment. Ouais. Le marché, il est énorme et les gens s'en rendent pas compte. Tu vois, le marché de la création de contenu, c'est un gros marché. Et on a réussi à saisir l'opportunité avant d'autres, je pense, ce qui fait que automatiquement, c'est de la logique. En fait, on est numéro 1. En fait. Totalement. Mais vous exécutez quand même bien. C'est pas juste vous êtes là pour être là, quoi, tu vois. Vous créez des barrières à l'entrée avec le niveau que vous mettez. Tout le monde se dit, tout le monde. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent y aller, tu vois. Ils commencent à le faire, hein, moi. Tu sais, même les gars de l'équipe m'envoient, il y a 2 jours, Thibaut qui bosse avec nous m'a envoyé un gars qui a posté sur LinkedIn qui ouvre à Bordeaux, tu vois. Ok, d'accord. Ma réponse est, il faut accélérer, frère. Faut accélérer, c'est ça. Accélérer. C'est exactement ça. Mais, et vous, donc, vous avez l'ambition, vous essayez d'être excellent. Donc ça, nous, c'est ce genre de profil qu'on a envie de recevoir, tu vois. Mais on va se poser la question. J'ai écouté un extrait là où tu disais, toi, le why, c'est pas trop ton sujet. Ouais. Mais j'aimerais déjà quand même savoir, c'est quoi ton but ultime? Parce que quand même, pour se donner ce niveau d'exigence, pour aller avoir ces standards, ça veut dire quand même que tu as un objectif en tête, là, je pense. C'est quoi? Non, je pense qu'après, aujourd'hui, tu vois, je suis devenu père de 2 enfants. Ok. Donc là, j'ai un premier petit gars de 2 ans et là, je viens d'avoir une fille de 3 mois. Ok. Et c'est venu chambouler mon esprit dans le sens où, en vrai, dans la vie, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Donc avant, je courais après l'argent, tu vois. Okay. Aujourd'hui, je sais que l'argent, il y en a partout. Je sais que l'argent, c'est entre guillemets facile d'en faire lorsque tu sais bien t'y prendre. Donc je cours plus. Mon but, c'est pas juste de faire de l'argent. Je pense que mon but, c'est juste de prouver et surtout de me prouver à moi-même déjà que c'est possible de réussir en partant de zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est zéro. Sans argent, sans contact, sans rien, en venant de banlieue, tu vois. Et qu'il est quand même possible d'atteindre des niveaux d'excellence que peu de gens peuvent atteindre juste avec de la détermination et en croyant en soi, en fait, tout simplement. Ok. Mais tu vois, James, en 2034, donc dans 10 ans, je me vois, là, tu te vois comment? C'est une bonne question. Je ne me vois pas en France. Ok. Je me vois, je pense, aux États-Unis parce que c'est toujours le pays que j'ai rêvé parce que j'ai toujours kiffé le basket. J'ai fait beaucoup de basket, tu vois. Ouais. Donc, j'ai cette culture américaine, les bien films sûr. aussi, bien évidemment, tu vois. Et que là-bas, ça bouge extrêmement vite. Totalement. Et je me vois, j'espère, avec un premier exit, peut-être de Podspace ou d'une autre boîte, je ne sais pas, tu vois. Mais comme quelqu'un de plus stable dans sa vie, qui court moins à droite à gauche, qui peut profiter de sa famille. Ok. Donc, et en ayant déjà accompli certaines choses qui me permettent de pouvoir profiter de ma famille. Là, il y a plein de choses. Tu as dit plein de choses. Là, tu as dit qu'il ne court pas à droite à gauche et plus stable. Déjà, dans les discussions qu'on a eues un peu en off, je sens que tu as le sujet du focus dans ta vie, là. Parce que je sais que toi, tu fais plein de choses. Tu as ton podcast avec ta femme, tu as Podspace,
tu as des agences aussi que tu co-diriges, si j'ai bien compris. Non, j'ai le café qu'on ouvre, que Ok. tu as vu ce matin. Ouais. Et j'avais une marque e-commerce que je n'ai plus. Donc là, mon Ok. focus, il est principalement sur Podspace, Ouais. le podcast James Sessiona et le café Storyteller. Donc, tu as choisi de te focus quand Ouais. même. Ouais. Parce que, est-ce que tu es un profil créatif qui a 10 000 idées à la seconde et qui pourrait demain aller ouvrir un autre truc? De T'es ouf. plus ce type-là? De fou. J'ai toujours été créatif, moi. Tu vois. Ouais. Et c'est peut-être ça même un problème chez moi, c'est que j'ai un peu le syndrome, tu vois, du shining object. Tu vois. Ok. Et à chaque fois que je vois un truc, oh, je veux le faire. Hmm. Parce que je vais avoir aucun regret aussi, je pense. Ouais. Mais ça, tu peux pas tout faire dans la vie. Au bout d'un moment, au bout d'un certain moment, tu es obligé de te focus sur les choses qui peuvent te rapporter du positif dans ta vie. Hmm. Et aller de projet en projet, etc., est-ce que c'est une bonne chose à faire? Je suis pas sûr. Tu vois. Ouais. Mais quel est l'élément qui t'a permis de prendre conscience de ça? C'est que je voyais que finalement, tester plein de choses, c'était pas le meilleur. Tu pouvais réussir à faire de l'argent, à construire quelque chose, mais sur du long terme, Ouais. c'est pas comme ça que tu allais réussir à faire de grandes choses. Ouais. Tu vois. Moi, mon but, c'est de faire un exit. Ok. Là, allez, je vais mettre 10 prochaines années, je vais être large, tu vois, mais en vrai, sur les 5 prochaines années, j'aimerais faire mon premier exit. Ok. Pour moi, D'accord. après, encore une fois, tout dépend de la vision de chaque entrepreneur. Mais pour moi, c'est un step que j'aimerais atteindre. Ok. Parce que j'estime avoir compris une chose, c'est qu'en France, si demain, tu veux faire de l'argent, changer ton style de vie, changer de classe sociale, soit tu es footeux, Ouais. ou sportif de haut niveau, Ouais. on s'est compris, On s'est compris. Ou Soit- artiste, voilà, les ou gens dans artiste, l'entertainment, exactement. quoi. soit tu es quelqu'un qui a revendu une grosse boîte. Ouais. Les autres solutions, être un PDG qui gagne je ne sais combien par mois, tu vas l'atteindre en quoi, 20, 30 ans de carrière. Moi, je te parle d'un truc qui change ta vie en 5 ans, tu vois. Aujourd'hui, en plus, avec le monde qu'on a reçu à Podspace, Ouais. j'ai vu des gens qui ont changé de vie en revendant leur boîte. Donc, j'ai compris que, OK, C'est tu es faisable. d'une certaine classe sociale, mais attention, à tout moment, si tu fais bien les choses, tu peux switcher. Donc, comment tu vas faire ça? En te focusant sur ce projet-là, tu vois, en donnant tout, en sacrifiant des choses par moment. Forcément. Mais après, peut-être que j'atteignerai mon but. Mais est-ce que tu ne penses pas que dans un profil comme le tien, je dis ça parce que je pense qu'on a des profils assez similaires, tu es obligé de tester plein de trucs pour voir celui qui va vraiment péter, en tout cas qui a le plus de potentiel de péter. Et après, une fois que tu as testé, tu t'arrêtes. Là, par exemple, tu as vu Podspace, la trajectoire que ça a pris, on va en revenir dessus. Et tu te dis, bon, voilà, ça là, c'est là où je vais mettre mon focus et c'est là où je vais avancer, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'estime, tu vois, j'ai que 29 ans, entre guillemets. Ok. Pour certains, ça commence à faire, pour d'autres, c'est jeune. Mhm. Mais moi, j'estime que je suis dans une période vraiment charnière où c'est maintenant ou jamais, en vrai. Ok. J'ai eu la chance de pouvoir tester plusieurs types de business. J'ai fait de la formation, j'ai une agence marketing, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai une marque qui a quand même fait un bon CA. Tu vois, on a fait 250 000 euros de chiffre d'affaires en organique la première année, Ok. tu vois, sans grosses dépenses publicitaires. Mhm. Donc, j'ai pu tester plusieurs choses. J'ai fait du consulting et j'ai lancé Podspace et là, je lance le café. Mais Ok. j'ai vu que de tous les business, Podspace, c'est celui où il y a eu la plus grosse traction dès le départ. Vraiment en termes d'engouement, en termes de chiffre d'affaires, en termes de visibilité, c'est le business qui m'a plus rapporté. Ok. Donc là, j'en suis au moment où, comme tu l'as dit, trouver le truc hop, où tu vas te focus et c'est ça. Là, je suis en plein dedans. Tu vas te scaler, l'amener le plus haut possible, quoi. Voilà. Mais avant de présenter Podspace, toi, qui tu es? Comment tu te présentes? Écoute, je me présente comme quelqu'un de simple. Je suis un jeune entrepreneur, ambitieux et créatif, Ouais. issu de banlieue parisienne. Ok. T'as grandi où? J'ai grandi à Antony dans le 92. Anthony? Ok. Ouais. Qui aime faire du sport avec ses potes, jouer à la play. En vrai, un garçon normal, tu vois. Ouais. Ouais. D'accord. Qui s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, au business et un grand rêveur. Ok. Et t'es né à Antony? Je suis né à Châtenay-Malabry, moi. Ok. Juste à Donc côté. dans le même secteur, Voilà. quoi. Et quand t'étais petit, tu voulais faire quoi dans la vie?
Moi, je voulais être basketteur, moi. Ah, ça, c'était ton rêve. Mon rêve. Ah, je croyais que c'était. Bon, ça aurait pu être juste un délire à côté, mais toi, C'était vraiment, mon rêve. t'aurais voulu être un basketteur pro et tout. Ok, Tu peux demander à ma mère qui est en haut là au café. Elle te d'accord. dira que James, il me parlait tout le temps de Allen Iverson, tu vois. Ah, Iverson était très chaud. Ah, il était fort. Très, très chaud. D'accord, toi, c'était ton objectif. Ouais. Et à quel moment À quel moment tu t'es fait des au ligaments moment où croisés. au moment où j'ai réalisé que j'étais pas assez bon pour Ouais. aller taper les hauts niveaux, mais pourtant ça va, j'ai eu un petit niveau quand même. J'ai fait 4 ans en championnat de France. J'ai évolué avec ceux qui. Il y en a qui sont passés pro par la suite, tu vois. Ok. J'ai des amis qui étaient avec moi encore à Atis-Paray, qui maintenant vivent du basket. Ok. Pro en etc. France Ouais, pro en France. ou en ouais. Europe? En Europe, non, mais pro en France, ouais. Ok, d'accord. Et puis quand tu arrives, entre guillemets, dans les meilleurs jeunes de France à ton âge, tu vois que la rigueur et le niveau, il est là. Et que si toi aussi tu veux aller toucher les hauts sommets, il faut donner 3 fois plus parce qu'il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont moins de talent. Moi, j'étais pas parmi ceux qui jouaient bien, mais j'avais pas de talent. Moi, j'ai connu des gars qui avaient du talent, vraiment pur et dur, tu vois. Ils jouent bien sans forcer. Tu comprends? Et moi, j'ai capté ça quand j'étais adolescent. J'ai dit, ok, bon, si vraiment tu veux passer pro, il va falloir que tu donnes 3 fois plus. Et je pense que j'étais peut-être pas prêt non plus. Et ça, t'avais quel âge? Le jour où tu t'es dit non 17, 16-17. Ok. 16-17. Et je suis arrivé, j'étais adolescent, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Je suis allé à la fac, ça m'a pas forcément plu, mais je me suis démerdé pour avoir mon diplôme à Créteil. Ouais, j'ai vu ça. Et ensuite, Shona, qui est devenue ma femme, m'a été à l'INSEC Paris, donc en école de commerce. Et elle m'a dit, tu sais pas quoi faire en vrai, viens. Moi, je fais un master en marketing digital. Et moi, le marketing digital, je sais pas pourquoi, mais ça me parlait. Ok. Tu connaissais pas particulièrement? Je connaissais pas. Tu faisais quoi à la fac? Tu étais en J'étais licence? en AUI, Administration et Échanges Internationaux. Ok, d'accord. Et j'ai fait plusieurs stages, dont un à Malte. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais en stage à Malte, je commençais à toucher Shopify. Ok. Mais ça date, je te parle de ça, il y a au moins 8-9 ans, tu vois. Ok. Et du coup, je commence à m'intéresser au marketing digital. Il y a un master là-bas. Vas-y, de toute façon, tu sais pas quoi faire. Je voulais pas trop arrêter les cours non plus. Ouais. Pourquoi tu voulais pas arrêter les cours? Je cherchais, parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit les études, ça reste quand même important. Et puis, je pense que je suis quelqu'un d'assez logique dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire si je commence la vie active qu'avec une licence, ça va peut-être être un peu plus dur pour toi. Même si ça veut rien dire. Et je l'ai vu par la suite. Par la suite, oui, mais c'est bien d'avoir ce background. Exactement. Quand même. C'est ça que tu t'es dit. Ouais, voilà, c'est ça. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les parents. Pour les autres, pour tout le monde. Ouais, exactement. En France, en tout cas, très rassurant. Ouais. Donc, c'est ça, tu as fait ton master en marketing? Voilà, master en marketing à l'INSEC. Ok. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur YouTube ce qui se faisait, etc. D'accord. Je suis parti en stage à Bali. Ok. Non, même pas avant, j'ai fait un stage à Weekend Desk à Paris. Weekend Desk, c'est une boîte qui fait du travel. Ok. Et je savais pas quoi faire comme poste et j'ai vu une annonce assistant Google Ads. Shona venait d'être prise chez Weekend Desk en stage, responsable Facebook Ads. Elle m'a dit tiens, il cherche un gars encore et tout. Vas-y, postule. Il faut savoir qu'elle et moi, on est comme ça, on a tout fait ensemble. Ok. Tout. Mais ça, on va en parler du couple parce que bon, forcément, Shona et James, faut qu'on en parle, tu vois, mais on en parlera après. Je me suis super bien entendu avec Shirley, qui était la responsable SIA, tu vois. Ok. Et de là, j'ai été pris. Et puis, ça m'a fait ma première expérience dans une entreprise. Et j'ai vu que c'est pas ce que je voulais faire. Ah, d'accord. T'étais quoi? T'étais en stage, en CDD? J'étais en stage. En stage, ok. Un stage de combien de temps? Stage de 6 mois, mais stage, tu vois, stage intensif. Hein. Ouais. Ils prennent des alternants, des stagiaires. C'est pas pour, pour faire du café, tu vois. Ils les sucent, sur toute leur énergie. Moi, ça m'a choqué. Ouais. Première expérience dans le salariat, j'étais choqué. C'est-à-dire? C'était quoi ton taf? C'était créer des campagnes? Ouais, créer des campagnes, faire des reportings. C'était un taf d'assistant Google Ads, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'était, ça date, hein. Google Ads, c'est plus comme c'était avant maintenant. Forcément. Exactement. Et ouais, ça m'a choqué
parce que j'étais fatigué, je me levais le matin, je prenais le métro, je rentrais le soir, je prenais le métro. Et un jour, je me souviens, je me suis même arrêté dans la rue et tout. Je te jure, c'est vrai. J'ai regardé les gens passer comme ça. Je me suis dit, putain, en vrai, ça va être ça ma vie. J'ai dit non, non, non. Et du coup, Et ça, il y a quelque chose que les gens qui vivent pas à Paris ou qui travaillent pas à Paris ne réalisent pas. Mais quand tu es là, tu es dans le métro et tu vois, vous êtes, je sais pas combien de dizaines, de centaines ou de, je sais pas, même peut-être de milliers parfois à prendre la même direction et tout. Tu as vraiment cette sensation-là de te dire, oh, je suis un mouton. Quoi. Ouais. Mais tu vois, ce matin, je me suis levé assez tôt parce que je suis allé chez Métro pour prendre des trucs pour le café. Et il devait être 6h30. Je regarde le bus partir et je vois plein de monde dans le bus parce que c'est la rentrée aujourd'hui. Ouais, c'est la vraie rentrée. Et je voyais les gens, le visage fatigué, etc. Et je me dis, putain, en vrai, il faut que tu hustles vraiment pour sortir de tout ça, en fait. Et voilà, vivre la vie que toi, tu veux, en fait. Il y a des profils qui sont pas faits pour ça, en fait. Oui, après, bien sûr. C'est ça. Moi, tu sais, un jour, j'ai discuté avec un ami qui me disait, franchement, je suis impressionné par ce que tu fais. Et je lui ai demandé, est-ce que toi, tu pourrais faire ce que je fais? Il m'a dit, non, mais j'aimerais même pas faire ce que tu fais moi. Tu me donnes mon petit CDI avec mon salaire. Et je suis content, tu vois. Et avant, je ne comprenais pas ces personnes-là. Mais quand après avoir discuté avec lui, je me suis dit, en fait, il faut tout pour faire un monde. Et il y a des gens, en fait, ils veulent juste qu'on leur casse pas les pieds. Exactement. Avoir la sécurité, ne pas prendre de risques. Et ça leur va très bien. Il faut être OK avec ça, en fait. Exactement. Tu vois, chacun son truc, en fait. exactement. Et de toute manière, même toi, demain, quand tu lances ta boîte, tu vas pas être qu'avec des freelances. Tu as aussi besoin de gens bien sûr. qui ont envie et qui ont leur tâche et qui ont envie de l'exécuter parfaitement. Et c'est bien aussi, quoi. Tu vois. Sûr. Mais notre génération, on est quand même de la même génération, on est piqué quand même massivement par ce truc de dire ça là, c'est pas pour nous. Être tout en gris, aller avoir une vie dans le métro, tu sors du métro, tu rentres dans un poste, la flemme quoi. C'est vrai, mais encore une fois, tu vois, je suis pas sûr que ça soit tout le monde qui se dit ça parce que si je prends du recul et que je vois un petit peu les gens qui étaient avec moi en école de commerce, en tout cas dans ma classe, je crois que je suis un des seuls qui ait pris des risques et qui ait entrepris. Ah ouais? Même en école de commerce? Après, c'est peut-être mon cas perso à moi, ma classe. Tu vois. Parce que je sais que de mon entourage, je connais plein d'entrepreneurs qui ont pris des risques. Mais c'est tes gars, en fait. Plus que les gens qui étaient avec toi. Parce que tu as des profils, et comme tu as ce profil-là, tu vas t'entourer de personnes qui sont comme toi. Qui ont cette même folie un peu, tu vois. Vrai. Alors que dans ta classe, tu ne choisis pas les gens, ils sont là. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est que l'éducation française, ils t'apprennent pas à devenir entrepreneur, ils t'apprennent à être un bon cadre. C'est ça. Nous, en école de co, on nous apprenait à être avec des bons cadres, tu vois. Donc c'est ça aussi, on te formate à aller dans le salariat et à avoir un CDI en sortie d'école avec un statut cadre, un salaire convenable, ce qu'ils nous font croire, même si la réalité des choses est tout autre. Parce que quand je suis sorti d'alternance et qu'on m'a proposé 1008, sachant que j'avais mon prêt étudiant, tu vois. C'est chaud 1008. Comment je vais dire vrai, tu vois. Totalement. Là, tu captes que en fait, les choses ne sont pas telles qu'ils nous l'ont dit en fait auparavant. C'est la vraie douille. En tout cas, c'est pas aussi simple. C'est non. ça. Moi, ce qui m'a fait mal toujours, c'est que je m'étais dit, si j'ai mon bac plus 5, je vais sortir et je vais être à l'aise dans la vie. Tu vois. Moi aussi, je me dis ça. Et en réalité, comme toi, je suis sorti 1008, 1009, j'ai dit, je vais faire quoi avec ça en vrai. La réalité de la chose, c'est que aujourd'hui en France, c'est dur. Tu vois, c'est cher. Tu vis à Paris. Surtout en Ile-de-France. Tu vois, 1008, si tu es tout seul, ça part vite en vrai. Si tu as un loyer à 1000 balles, il te reste 800 €, mais 800 €, il faut compter les courses, il faut compter tes activités, il faut compter le téléphone, les charges, la voiture. L'essence, c'est cher. Tu vois. Ça va très vite. Ça va vraiment très vite. C'est compliqué. Mais donc, toi, tu es sorti d'école de co. À quel moment tu te lances dans l'entrepreneuriat alors? Direct. Mais en fait, en parallèle de l'école de co, je commençais déjà tu vois, en fait, je suis parti en stage à Bali. Et c'est à partir de là où je suis parti en stage à Bali où j'ai commencé vraiment à essayer de faire de l'argent en fait, sur Internet. D'accord. Et pour t'expliquer l'anecdote, en fait, moi, j'avais fait VTC pendant 6 mois pour économiser, pour partir là-bas à Bali, encore avec Shona. Du coup, on avait trouvé le même stage. Pour pas changer. Vous, là, vraiment. Pour pas changer. Du coup, on était ensemble là-bas. Et puis, à un moment, faut savoir qu'on foutait rien au stage, mais parce que le gars ne voulait pas qu'on foute quelque chose en fait. Tu vois. Donc, on s'emmerdait un peu. Et comme je suis pas du genre à me tourner les pouces et elle non plus, je me formais sur des choses, sur du montage vidéo, sur ceci, cela. Et on commençait à être à court d'argent à Bali. Et du coup, pour se faire un peu d'argent, j'ai dit, tu sais ce qu'on fait? On crée un compte Snap
Et tous les small business qui se lancent, tu sais, les gens qui vendent du miel ou ce genre de trucs-là, Ouais. il dit, bon, on leur crée des petits overlays, des petits motion design, et on leur fait de la pub, comme ça, tu vois. On crée leur publicité comme ça, en fait. Ok. On crée un compte Snap, et j'ajoute plein de small business, et en fait, je me rends compte que tout le monde a ce besoin-là, en fait, de faire de la pub. Et je vends tout à 50-100 euros. Ah, attends, c'était quoi exactement le besoin? Le besoin, C'est-à-dire c'est qu'ils avaient besoin de se faire connaître, mais Ok. ils avaient pas les mots. Donc, ils avaient besoin d'avoir une belle pub. Ok, d'accord. Donc, eux, ils étaient déjà sur Snap. Voilà, Ce ils étaient déjà profil. sur Snap et ils vendaient Ouais. à leur communauté. Ok, Et il d'accord. fallait faire une belle publicité. Moi, je proposais du motion design. Finalement, c'était des templates que j'arrivais à avoir, à modifier sur After Effects. Ouais. Là, je me débrouillais un minimum, tu vois. D'accord. Et je me faisais une marche comme ça. Et puis, je vois en une semaine, on arrive à faire 1000 balles. Je dis, waouh, c'est incroyable quand même. Je dis à Shona, mais tu vois, un truc de ouf, on est au bord de la piscine, là, il y a des gens qui nous payent. Et c'est là que j'ai un premier déclic dans ma tête où je me dis, putain, en fait, c'est possible de faire de l'argent sur Internet. T'étais en mode digital nomade. Ouais, voilà, Un j'étais peu. en plein dans ce truc-là, tu vois, en plein Bah dedans. ouais, totalement. Je regardais, je disais des blogs et tout de digital nomade et tout. Je pourrais lui demander, et je la saoule avec ça d'ailleurs. Ouais. Donc, je pars dans ce mood-là et tout. Et je commence à m'intéresser à la création de sites web. Comme je t'ai dit, à Malte, je commençais déjà à toucher à Shopify. Donc, Malte, c'était 2 ans auparavant, tu vois. Et on revient en France avec elle et on dit, ça devient, on dit, tu sais quoi, viens, on essaie de lancer notre agence quoi. de marketing digital. Ok. Et là, je me mets à fond dedans. Je me documente sur tout ce qui est. T'as pas repris de taf? J'étais encore en cours. Ok, oui, d'accord. J'étais T'es encore dans la formation. C'était 1 an et c'était mon alternance que je reprenais. Ok, d'accord. Et du coup, je me mets à fond dedans en parallèle de l'école. Je commence à créer des sites web, je me forme sur les tunnels de vente, sur le copywriting, sur tout de long en large. Et je deviens fort en vrai, tu vois, parce que ça me passionne vraiment. Et je lance l'agence, je facture mes premiers clients, je vois que ça marche, ma mère voit que ça marche. Et là, moi, deuxième déclic, je me dis en fait, tu peux vraiment en faire quelque chose. Et à cette période-là, je suis en alternance. J'ai un salaire, plus je commence à bien gagner ma vie parce que j'ai lancé mon truc et ça marche. J'ai mes premiers clients, ça se passe bien. Mais tu étais en alternance dans ta boîte ou dans une autre boîte? Ok, d'accord. Dans une autre boîte qui faisait de la publicité outdoor. Ça s'appelait. Outdoor, c'est-à-dire des panneaux, des affichages et tout? Des affichages publicitaires. Ok, d'accord. Donc, tu as les cours d'un côté, ton alternance. Et ta boîte que tu es en train de lancer. Voilà, exactement. Tu charbonnais toute la journée en fait. Ouais, mais je kiffais ça parce que c'était nouveau pour moi aussi, le marketing digital. Bien sûr. Donc dès qu'il y a un truc nouveau, bah forcément moi je me forme sur tout. À l'époque, je me souviens, je regardais les vidéos de Sabri Subi. Je sais pas si tu connais ce gars qui était super fort en marketing. King Kong Agency, son agence s'appelait. C'est un Australien très très fort. Et comme j'avais de l'expérience aussi sur Google Ads, je touchais un peu à tout finalement. Et puis je me spécialise dans les infopreneurs. Je rencontre Sudei, avec qui je travaille sur des webinaires, sur des tunnels de vente, etc. où j'apprends énormément aussi, tu vois. Et petit à petit, je commence à faire de l'argent. Et je capte vite que ils vont me faire une proposition en alternance, mais je vais pas l'accepter quoi qu'il en soit, parce que j'ai capté que il y a de l'argent là-bas, plus que ce que tu peux gagner si tu rentres en. Voilà. Même si je crache pas sur, je crache pas dans comment on dit, dans l'eau qui m'a nourri. Ouais, bien sûr. Parce que c'était une très très belle expérience pour moi. Et de là, je me lance sur YouTube et je documente mon parcours. D'accord. Parce que je vois que des gens vendent de la formation et que je comprends vite qu'au final, ce qui rapporte vraiment de l'argent, c'est pas être prestataire de service, mais c'est être infopreneur. Ok. Tu vois ? D'accord. Et du coup, je me dis, écoute, je vais essayer. J'ai de l'expérience. J'ai des choses à transmettre, je pense, même si j'ai encore des choses à apprendre. Et je vais lancer une formation. Et je crée une chaîne YouTube. Je documente tout. Au bout de 4-5 mois, je lance une formation qui s'appelait la SM Academy où j'apprenais à lancer son agence en partant de zéro. À prospecter des marchés et à vendre des services digitaux. Et au lancement, je crois, 5 heures ou 6 heures, je fais 8 000 €. Et j'étais avec Shona encore ce soir-là. Et là, troisième déclic, je me dis waouh, truc de ouf. Mais alors, attends. Tu fais 8 000 €, ça veut dire qu'en agence, ton business, c'était ton temps contre de l'argent. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et tu te dis. Je charbonnais en plus. Voilà, tu charbonnes beaucoup. Tu gagnes de l'argent, certes, mais tu te dis, ça va pas aller loin parce que mon temps contre de l'argent, c'est pas top.
Donc, tu vois les infopreneurs, comment ils fonctionnent. Et ça, je pense que tous les gens ont vu. Ils créent un produit, finalement, qui est une formation et qui est scalable. Donc, toi, tu as créé ta formation que tu as mise en ligne et les gens achetaient ta formation. Tu avais une grosse communauté sur YouTube déjà? Non, même pas. Après, j'avais monté un groupe à l'époque quand j'étais à Bali sur le marketing digital que j'avais réussi à faire monter à plus de 1000 membres. Ok, un groupe quoi? Un groupe Facebook. Facebook à l'époque, ok. Ouais, parce que... Où je documentais, je donnais des conseils, des astuces. Dès que j'apprenais quelque chose de nouveau, je le partageais. Ok, donc j'avais une communauté soudée sur le marketing digital. Et en parallèle, je lance la chaîne YouTube. Au lancement, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Je devais avoir 1000 abonnés sur YouTube lorsque j'ai lancé la formation. Et je vois que je fais 8 000 € et je vois qu'il y a des gens qui croient en mon produit. Et qui me font confiance aussi. C'est lourd. Donc, la troisième déclic. Un truc de ouf. Mais en vrai, le vrai business, c'est la formation. Ouais. Et puis, je regarde tous les infopreneurs et puis je vois qu'en fait, le monde de la formation, c'est là où les gars font des gros chiffres. Ils font de l'argent, mais je trouve que c'est dur, vendre des formations. Ça dépend. Non? Ça dépend pour qui, en vrai. Explique-nous ton secret, parce que là, tu vas nous partager un truc. Le secret, c'est juste la création de contenu, tu vois. C'est juste être visible, en fait. C'est créer une communauté. Pourquoi Yomi Denzel fait des chiffres astronomiques? Parce que le gars, ça fait 6 ans qu'il est sur YouTube. Ouais. Tu vois, ça fait 6 ans qu'il est sur YouTube. C'est l'un des infopreneurs les plus suivis. Et de base, son business repose sur quoi? Il repose sur la création de contenu. Demain, Yomi s'arrête de faire des vidéos. Ouais. Il n'y a plus de vente de formation. Ah, mais alors du coup, l'erreur... Bon, moi, je vais être très transparent parce que moi, je fais de la formation aussi, tu vois. Et j'ai une grosse communauté, mais pas sur YouTube. Peut-être c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on a une communauté de plus de 30 000 personnes, 20 000 sur LinkedIn, 15 000 sur Instagram, tu vois. Et quand je vends mes formations, j'ai l'impression d'être toujours en train de ramer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai la flemme, en fait. Et là, j'essaie de voir quelle est la différence entre le modèle que nous, je ne sais pas si on a choisi, en tout cas, mais qu'on a opéré, et le modèle que toi, tu décris, qui fait que tu as une communauté que tu transformes plus facilement. Là, tout de suite, je ne saurais pas te l'expliquer. Après, il faut garder en tête que LinkedIn et YouTube sont deux plateformes totalement différentes avec des gens qui sont totalement différents. Ouais. Tu vois, même si je trouve ça quand même bizarre parce que LinkedIn, les gens c'est un persona qui est un peu plus âgé en général, qui ont un pouvoir d'achat plus élevé que les personnes entre guillemets aussi. Le persona YouTube type Make Money Online, tu vois. Donc qui serait plus à même de payer. Après, tout dépend aussi comment tu amènes ta formation. Tu vois, il faut casser toutes les barrières de ton persona. C'est-à-dire peut-être que eux, les gens de LinkedIn, ont aussi cette image biaisée de la formation, de vendeur de rêve. Je pense que c'est ça en vrai. Or que sur YouTube, même si cette image-là les gens vont sur YouTube pour se former, mais aussi dans l'espoir de changer leur vie. Il est là le en fait, je pense que les gars de LinkedIn, ils sont plus réticents. Bien sûr. Ils sont plus difficiles à convaincre, je pense à aussi. mon avis. C'est peut-être ça. Je pense aussi. Or que sur YouTube, c'est des gens qui sont là, ok... ils sont déjà dans une démarche de se former en fait. Et d'investir sur eux-mêmes, sur des produits digitaux comme ceux qu'on retrouve sur YouTube. Honnêtement, la formation pour moi c'est le meilleur business au monde. Vraiment. Parce que, en tout cas pour une personne, pour un solopreneur, il n'y a aucun autre business qui... Tu vois là, je charbonne comme un malade sur Podspace, sur le café. Je me lève tôt, je rentre tard. Je transpire la journée. C'est ça la question. Et parce que ça me fait vibrer. La formation, ça ne fait pas vibrer. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Effectivement, le fait d'être dans une activité qui te permet de t'épanouir toi personnellement. Exactement. C'est-à-dire que toi, tu fais partie des gens pour lesquels l'argent c'est pas tout. C'est bien. Oui. T'as envie d'en faire, mais tu préfères faire moins d'argent sur un truc qui te fait plus kiffer, en tout cas à court terme, que d'être là et tu pourrais... bowl encore avec des formations. Non, mais je sais que si je relance la formation, je ferai de l'argent. Parce que je l'ai vu, quoi qu'il en soit. Et puis, ça, j'ai une plus grosse communauté d'avant, donc c'est juste la logique. Bah oui. Mais là, j'ai vraiment que le sentiment d'être en mission. Parce que j'aide les gens à se rencontrer, j'aide les gens à échanger, je crée des choses. Et ça, c'est grâce à nous. Enfin, je ne suis pas tout seul, tu vois. Bien sûr. Toute l'équipe. Donc, je dis nous, c'est grâce à nous, c'est toute l'équipe Podspace. D'accord. Et ça me fait kiffer, tu vois. Alors que la formation, j'étais tout seul dans mon coin. Même si c'était vraiment gratifiant d'entendre des personnes te dire « Waouh, James, merci, grâce à ta formation, j'ai pu signer un client, j'ai pu avoir un déclic et me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. » Il n'y a rien de plus gratifiant que quelqu'un qui dit ça, tu vois. Là, le fait que ça soit physique, tu vois, que je rencontre aussi des personnes. C'est un autre, en tout cas, c'est un business qui est plus aligné avec ta personnalité. Je pense aussi, ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien le contact. Ouais. Aussi, tu vois. Mais les formations,
En fait, c'est aussi la manière dont tu opérais la formation. Tu faisais des formations digitales. Oui. C'est ça? Et tu n'avais pas ce type de tunnel de vente où tu crées des gros événements, tu rencontres les gens, C'est après vrai. tu transformes les C'est gens. vrai. C'est ça aussi, peut-être. C'est vrai. Avec ce modèle-là, tu aurais plus kiffé, C'est peut-être? vrai, peut-être. Peut-être, ouais, je pense même. Parce que toi, ton modèle, c'était quoi, si tu devais reprendre? Si tu faisais tes vidéos sur YouTube, sur quel type C'est de. ça. Tu te donnais quoi comme contenu sur YouTube? Marketing digital, comment faire un tunnel de vente, comment prospecter sur l'M-List, par exemple. Ok, d'accord. Comment signer son premier client, comment faire du cold calling. Tu peux regarder, il y a encore les vidéos sur YouTube. Ok, C'était ça c'était le haut de mon tunnel. Donc, Ok. comme ça que j'attirais en fait les potentiels prospects. Mhm. Et ensuite, ils rentraient dans ma liste email que je nourrissais, tu vois. Hmm. Et de là, formation gratuite, webinaire, transformation. Ouais, vraiment tout, le truc pur, quoi. Ah, mais formation, je connais tout de A à Z. Hein. Ok. Tout de A à Z, puisque aussi j'ai travaillé avec des infopreneurs, donc Ouais, j'ai aidé à faire forcément. leur tunnel de vente, Hmm. l'automatisation webinaire Gem Messenger, je peux tout sortir. Hein. Putain, ouais, quand je les déteste, ces gars-là. C'est pas tous les youtubeurs. Mais à chaque fois que je suis sur YouTube, nous, on est les cibles directes de ces pubs-là, tu vois. Prenez mon webinaire tous les dimanches à 19h. D'habitude, c'est payant, mais pour vous, c'est gratuit. Ouais. En fait, je crois que je suis trop LinkedIn. En fait, c'est ça en Peut-être que réalité. t'es trop LinkedIn, ouais. Je crois que c'est ça. J'ai trop l'impression que c'est du bullshit. Même si on a tous bénéficié de ça. Un mec comme Oussama Hamar, que tu as reçu aussi, qui a Oussama qui est venu pas là. mal participé. Mais on est tous ses enfants, en fait, un peu, d'un Ouais, point de c'est vue vrai, business, c'est vrai, tu vois. Mais aujourd'hui, ça me fatigue un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bullshit, quoi. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est comme dans tout, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est juste, il y en a plus qu'avant parce que avec le boom des réseaux sociaux, le boom de YouTube, Hmm. bah forcément, les gens aussi sont rentrés dans le bateau, ce qui est Ouais. normal, parce Mhm. qu'ils ont vite compris que l'opportunité, c'était pas de faire une agence de marketing digital, mais c'était de vendre des formations. Ok, d'accord. Mais après, c'était à eux d'être les plus malins et d'y aller dès le départ, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai compris très, très vite. Et mais tu penses qu'aujourd'hui, c'est saturé? Ou Non, il y a jamais. encore. Non? Là, moi, j'ai aussi qu'une envie, c'est de profiter des locaux Podspace pour relancer de la formation. Mais quelque chose de huge. Si je le fais, ça sera un truc huge. Ouais. On est sur, avec mon associé, on est sur quelque chose de gros. Ok. Plateforme, tu vois, Ok. où les gens pourraient venir tourner des formateurs qu'on va sélectionner, Hmm. qui pourraient venir tourner des formations dans nos locaux, avec notre Hmm. écosystème, avoir Ouais, une plateforme en ligne. On Ok. est déjà en train de travailler dessus. Mais parce D'accord. que, comme je te l'ai dit juste avant, il n'y a aucun meilleur business que la formation. Et encore une fois, ça reste de l'éducation. Hmm. L'État investit énormément sur l'éducation. Totalement. Tu vois. Totalement. Je suis désolé, mais les écoles type Digital College, Hmm. tu connais? Oui, bien sûr. J'ai un gars qui forme là-bas et tout. Voilà, exactement. Hmm. De base, ça, ils vendent ça comme. Enfin, ils montrent ça aux yeux de tout le monde comme un campus, etc. Mais au final, c'est juste un CFA. C'est vrai, Ouais, tu vois? totalement. C'est juste un CFA et demain, tout le monde peut faire un CFA. Hmm. Mais c'est de la Objectivement, tout le formation. monde peut. Ouais, totalement. C'est comme si c'était une formation en ligne, sauf que lui, il a trop bien brandé le truc. J'ai regardé leur truc d'ouverture là. Il y avait Niska, il a fait en mode US. Il est trop fort. Ouais. En fait, c'est le marketing qui C'est le change. marketing. C'est le marketing qui change. Mais sur le contenu pur, c'est la même chose. Voilà, le contenu pur, c'est la même chose. Après, lui, il a fait les choses bien carrées de sorte à ce que ça ressemble à une école. Et ça ressemble à une école. Ouais. Tu vois. Mhm. Mais demain, voilà, pour moi c'est de la formation, quoi. C'est de l'éducation. Ah, tu as relevé encore T'as rouvert encore la boîte formation dans mon esprit, quoi. Mais parce que je te promets que c'est un business incroyable. En fait, je te dis ça parce que je connais les chiffres de certaines personnes, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai fait aussi moi-même, même Toi, si t'as la fait combien de Podspace, temps, du coup? moi, en 2 ans, j'ai dû faire plus de 250-300 000 euros en formation. Ok. Ce qui n'est pas énorme, hein, mais ce qui était très bien déjà pour moi à mon âge. Parce que les marges sont très confortables. Et les marges sont très confortables. C'est ça la différence, je pense. J'avais pas de salariés, j'avais pas de... Ouais. Là j'ai des charges qui sont astronomiques, tu vois. J'ai une équipe de 10 personnes à payer. On a des locaux au total de 400 mètres carrés. Ouais. Tu vois, en plein Paris. En plein Paris. C'est ça. Avec la tension sur les prix, sur les loyers et tout. Voilà. Mais la formation n'est pas un business que tu peux revendre en tant que solopreneur. Ça se fait. Ouais. Il y en a qui l'ont fait. Théophile Hélier l'a fait. Il a revendu une partie de sa boîte, mais c'est son image. Ok. Mais sinon, Yomi Denzel n'a jamais revendu son branding. En fait, c'est un business qui te permet d'avoir un cash flow, du cash flow, qui permet de tester d'autres business. Moi, c'est exactement comme ça que je l'ai vu. En fait, la formation, ça m'a permis d'investir dans Cosmile, par exemple.
ma marque e-commerce, d'investir dans Podspace. Ok. Et ces business-là, c'est des billes que je mets et peut-être qu'un jour, bam, c'est grâce à ça, hop, je vais pouvoir faire un exit. Et un exit, là, on parle sérieux. Ok. Effectivement. Là, je suis en train de réfléchir à mes gars qui sont dans la formation et c'est ça qu'ils ont fait pour la plupart. Tu vois? Donc, pour toi, machine à cash flow, c'est la formation. Ouais, à fond. Après, il y a sûrement d'autres business, tu vois. L'affiliation qui rapporte énormément, mais c'est des niches digitales. Oui, et puis il faut avoir une grosse communauté. Avoir une grosse communauté. Mais ça. En général, il y en a, ceux qui le font, ils font formation plus affiliation et ils font des gros mois. Mais encore une fois, la base des bases, c'est quoi? C'est la création de contenu. Tu vois? Parce que si tu reprends l'affiliation, la formation, que ce soit l'affiliation ou la formation, en général, les gens font du chiffre en créant du contenu. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que ça résonne quand même avec ce que je suis en train de faire encore aujourd'hui grâce à Podspace. Mais toi, aujourd'hui, tu es plus celui qui donne l'appel. Exactement, tu vois. Mais la dernière fois, j'ai dit ça, je préfère être le vendeur de pelle que le chercheur d'or. C'est ça. Pour les gens qui ne comprennent pas, en fait, ça, c'est un truc dans le milieu entrepreneurial, on en parle souvent. À l'époque, quand il y avait les chercheurs d'or, le chercheur d'or, c'est celui qui va aller chercher l'or. Et Inch'Allah, un jour, il tombe sur une pépite qui va le rendre riche. Mais il y a un mec, lui, il est sûr d'être riche parce qu'il va vendre les pelles à tous les chercheurs d'or. Et nous, aujourd'hui, on est des créateurs de contenu. On espère que nos contenus vont nous rendre riches. Mais ça va dépendre de la manière dont on exécute. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Alors que toi, aujourd'hui, en mettant en place l'écosystème pour que les créateurs de contenu puissent le faire, en fait, tu leur apportes le carburant essentiel pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Quoi. Et ça, c'était... Est-ce que ça, c'était stratégisé et pensé? Ou bien c'est un peu... t'as testé, ça a pris. Avec le recul, tu comprends ça? C'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, de base, on a une opportunité. Encore une fois, la vie, c'est fait d'opportunités. Ouais, forcément. J'ai Eddie, mon frérot, du coup, avec qui je suis associé à Podspace, où j'étais client chez lui pour de la formation, tu vois. Ok, d'accord. Et il me dit, écoute, j'ai un contact à moi qui est un local, dans le 18e de base. C'était pas ici. Ok. T'as pas une idée. Et moi, il savait que je m'intéressais au business physique, je voulais quelque chose. Et 2 jours avant, je crois, j'avais parlé à un pote à moi d'Insta qui est à Dubaï, qui avait tourné une vidéo incroyable. Je lui ai dit, t'as tourné où? Il me dit, ouais, dans des studios à Dubaï. Je dis, mais c'est incroyable, ils ont une super idée qu'ils ont eue, tu vois. Et je dis, écoute, j'ai une idée, viens, on fait des studios de podcast. Il dit, ah ouais, bête d'idée. Et ça part de là, en fait. En fait, on s'est dit, il doit quand même sûrement avoir un marché. Ouais, à l'époque, vous ne saviez pas. Voilà. Vous pensiez... Après, il y avait quand même... Il y avait un truc qui était chez The Family, Studio Majorel. À l'époque, il y avait ça. Oui, Studio Majorel, j'avais entendu parler. On voyait... Après, il y en a d'autres. Il y a des petits trucs, des petites initiatives comme ça, à gauche, à droite. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment encore quelqu'un qui avait pris vraiment le marché et on dit, moi, je veux faire un podcast, je vais là-bas. Il n'y avait pas encore ce truc-là. Exactement. Et du coup, on s'est dit, bon... Ça nous coûte combien? De base, on pensait que ça n'allait pas nous coûter aussi cher que ça, en toute transparence. Et encore une fois, c'est de l'apprentissage, tu vois, c'est super intéressant. Forcément. Moi, en plus, je n'ai pas encore fait d'immobilier. Bon, là, j'en fais. Mais je n'en avais pas fait avant. D'accord. Du coup, plein de choses que j'ai appris grâce à ce projet-là. Et on teste et on voit. Alors là, on est en quelle année? Là, on est en 2024. Ah non, là, tu me c'est parles au moment où, vous commencez à réfléchir à ça. Allez... Mars 2023. Ok. Mars 2023, on commence à se mettre sur les travaux, le mobilier, design d'intérieur, etc. On lance, on documente tout. Et encore, on ne l'a pas super bien fait, mais on l'a quand même fait. Sur YouTube un peu de YouTube, un peu de Twitter, un peu d'Instagram, un peu de LinkedIn. Un peu partout, mais pas énormément finalement. Mais quand même. D'accord. Et ce qui fait qu'on fait une soirée de lancement, 80 personnes. Super content. En plein mois de juin, c'est une grande vacance. Et juillet, bam, on est rempli à peut-être 70-80%. Ok. Wow. Truc de ouf. Et moi, je suis tout seul de base. Ah ouais, parce que l'autre est sur... Ok, d'accord. Et moi, je rentrais de vacances. Et du coup, bam, on lance et je suis là direct dans l'opérationnel, en fait. Je me dis, bon, je vais pouvoir gérer tout seul. On va pas avoir un affluent de clients. Ouais, tu t'es dit que ça allait avancer petit à petit. Oui. Voilà, de base, c'était censé être un side business, encore une fois. Parce que tu avais encore ton agence? J'avais encore CoSmile. Ok. Et j'avais le podcast James et Shona. Ok, d'accord. J'ai toujours le podcast James et Shona. Et
je vois vite que je suis vite débordé. Et je dis, il nous faut quelqu'un là parce que là, ça va pas. Et on recrute Jérémy qui arrive 3 semaines après. Ok. Et j'ai pas mal de personnes de LinkedIn qui viennent pour répondre à ta question. Parce qu'ils avaient vu le projet. Et Ouais. Moi, c'est sur LinkedIn que nous, on t'a vu direct, tu vois. Et nous, on est venu en septembre. Ouais. Non, un peu avant. Parce que l'épisode est sorti en septembre. Oui, donc, on a dû venir pendant août, l'été. Ouais, voilà. Peut-être fin août ou mi-août. Et l'épisode est sorti Jérémy, en septembre. ouais. Et on voyait déjà que le blaze, il était là comme si vous étiez là depuis longtemps, quoi. Mais comment tu l'expliques, ça? Et franchement, ça, c'est vraiment un truc que je ne saurais pas te dire. Hein. Ouais. C'est la hype qu'il y a eu autour du projet. Les gens, on dirait que les gens nous ont portés à faire ce projet. C'est l'impression que j'ai eu. Ils nous ont aussi. motivés à faire et à le développer surtout. Ouais. En fait, comme on a documenté au stade 0, ouais. ils sont sentis aussi dans le projet. Tu comprends? D'accord. C'est la communauté que vous avez réussi à créer sur les différents réseaux et qui a permis finalement de développer Podspace. Parce qu'ils viennent d'où vos premiers clients, par exemple? Ils viennent de un peu Insta, un peu LinkedIn. Ouais, c'est un peu tout. Après, on avait la chance de connaître pas mal d'infopreneurs aussi. Ok. Oui, c'est vrai. Forcément, ça aide. C'est vrai. Ça aide. Et puis, il y a quelque chose de très bien dans ce business-là, c'est que les gens viennent, invitent des personnes, les personnes kiffent, donc les personnes viennent en tant que clients, et ainsi de suite, en fait. C'est l'effet boule de neige, tu vois. C'est vrai. Tu nous vois sur YouTube, et c'est où les décors? Ah, c'est ce gars-là, tu vois. Et dis-toi, là, on pense même à faire un truc, parce que ça, c'est de la publicité, tu vois, on leur fait de la pub tout le temps. On va enlever ça, on va mettre Podspace. Ouais, je pense. Parce que les gens vont vite capter. Podspace doit devenir une marque d'entité, tu vois. Totalement. Ah oui, comme ça, en fait, vous serez sur tous les podcasts des gens. Oui, mais parce que Shure sont sur tous les podcasts. Bah oui, pourquoi j'ai acheté ces micros-là? Parce qu'ils sont dans tous les podcasts. Et je me suis dit automatiquement, si les gens les ont, c'est que c'est de la bonne qualité. Et je veux qu'il y ait de la même réflexion. De base, je voulais acheter un truc comme ça. Là. Ouais, c'est un peu trop gros. Donc je me suis dit, bon, je vais enlever le Shure et je vais prendre des autocollants Podspace, des beaux trucs, et je vais mettre Podspace. Comme ça sera des micros Podspace. C'est la base. Et ça, c'est du marketing. Bah oui, il faut trouver un moyen que... Parce que là, c'est déjà dans toutes les têtes. Mais le fait que les gens le voient tout le temps dans tous les podcasts, ils vont se dire, mais ouais, c'est la marque, quoi. Ouais, c'est un vrai branding. Ok. Donc, alors, là, on est allé sur Podspace. Avant Podspace, pour comprendre un peu l'entrepreneur que tu étais sur ton agence où tu faisais de la formation. Ouais. Et à côté, tu avais Cosmile. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Cosmile? Cosmile, c'est une marque de dentaire sans peroxyde. Donc, en gros, des produits qui t'aident à avoir les dents blanches. Ah ouais? Tu vois, sans produits nocifs pour la santé. Et en gros, pour t'expliquer un petit peu l'histoire, on lance une agence de TikTok, d'UGC. UGC, c'est quoi? User Generated Content. En gros, c'est quand les gens font des vidéos en format story et ils créent du contenu pour les marques. Et sur TikTok, et on sent le train venir sur TikTok, tu vois, à balle. Il y a un truc à apprendre, il y a un marché à apprendre. Aux États-Unis, ça commence à cartonner, viens, on le fait. D'accord. Quand tu dis on, c'était qui? Toi et Shona toujours? Ouais. Ok. Du coup, à cette époque-là, on commence à le faire. On est en 2022. On commence à le faire. Je commence à avoir des marques qui sont intéressées. J'ai manucuriste, Uria, j'ai des rendez-vous, mais j'arrive pas à closer, tu vois. Je me dis, il y a un problème. J'ai même Trade Doubleur. La plateforme d'affiliation qui est une boîte du CAC 40. On va chez eux, on leur fait une présentation devant la directrice France avec Shona pour TikTok, tu vois. Ils voient qu'il y a un truc à aller chercher, mais j'arrive pas à closer. Et là, j'ai Sem qui travaille avec nous, qui nous dit, ouais, faut faire un use case, un case study. Et je dis, ok. Il dit, dans ce cas-là, on crée une vraie marque e-commerce. Et on l'a fait péter avec notre savoir sur TikTok. Si on est convaincu que notre service marche, on arrivera à faire péter une marque. Totalement. Et je tombe sur une publicité de iSmile, qui est une marque de dentifrice sans peroxyde. Avec un fameux dentifrice violet, le V34. Et je dis, waouh, truc de ouf. Je vois la pub, le gars, il met du violet sur ses dents, elles sont blanches. Je dis, je veux absolument tester ce produit. On commande, on reçoit un échantillon. Il faut savoir que je trouve le fournisseur de iSmile, ils ne veulent pas nous vendre parce qu'ils sont en exclusivité. Et je vois que là, il y a un marché de fou. Parce que si un fournisseur comme ça est en exclu avec une marque comme ça, c'est qu'il doit faire des chiffres astronomiques. Et je dis, écoute, je vais aller voir le concurrent du fournisseur de iSmile. Je le trouve et il nous envoie un échantillon. Shona avait un petit compte TikTok avant.
Et Shona essaye, je filme Shona. Et ça marche vraiment, tu vois. Et moi, en fait, ma réaction, elle est spontanée. Parce que du coup, vous avez mis un lien d'affiliation et vous avez pu suivre. Non, même pas là, pour l'instant, on a juste la création de contenu. Juste la création de contenu. D'accord. Je filme Shona, Shona teste. Et elle me dit, c'est blanc. Je dis, mais c'est une dinguerie. Je crois que je dis ça dans le truc, tu vois. C'est archi blanc. Je fais un petit montage, je poste sur TikTok, bam, la vidéo, elle explose. Tout le monde demande où est-ce qu'il est le dentifrice. Et là, je capte qu'il y a un truc. À cette époque-là, on va à Bali. Une deuxième fois. Avec mon petit bébé, il avait 4 mois à l'époque. Et pendant qu'on va à Bali, on commande du coup, je prends pour 5 000 € de stock. Je prends un risque, je dis bon, on teste, je commande. Et pendant ce temps-là, on taffe à fond le branding. Un branding archi stylé. Un peu rétro décalé, un peu jeune. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appelé le branding? Tout ce qui est design, site web, tout concordé dans l'image de marque. Tu vois, tu peux reprendre les photos. C'est un branding très coloré, très jeune, très dynamique. Tu vois. Et vous avez défini un persona? Vous avez été loin ou bien on a été loin. Tu vois, c'était le jeune étudiant qui veut plaire, tu vois, qui veut être bien frais pour ses vacances. Tu vois, une cible assez jeune. On fait une waiting list. Il y a 2000 personnes sur la waiting list. Tu vois, dinguerie. On reçoit le stock, on ouvre le site, sold out en une semaine. En une semaine, on fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Je dis waouh. Et vous vendiez à combien Et on a fait des packs en fait. Brosse à dents plus dentifrice, etc. On avait d'autres produits. On fait 20 000 € en une semaine et je dis waouh, truc de ouf. On commence à bosser avec un prestat qui reçoit du coup le stock pour nous, qui fait notre livraison en France. Du coup, parce qu'on ne peut pas faire de dropshipping. Pour nous, c'était impossible. C'est ça, parce qu'au début, quand tu as parlé, pour moi, c'était du dropshipping. Non, j'ai dit, moi, je veux faire une vraie marque. Dropshipping, je ne ferai pas, tu vois. Ok, d'accord. Pourquoi tu voulais pas? Parce que le dropshipping, maintenant, il y a des techniques qui te permettent de livrer assez rapidement tes clients. Mais bon, je voulais avoir un stock livré en 2 jours via Colissimo, tu vois. Et que les clients soient satisfaits, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et ça se passe archi bien. On fait 20-30% de croissance chaque mois pendant 6 mois. Et là, je me dis, putain, un peu potentiel de revente. Essayer de voir pour développer avec une usine un vrai dentifrice. Développer avec une usine des pastilles blancheurs. Ça cartonne aussi. Je fais un pop-up store dans Paris. Donc, ça commence à devenir quelque chose de sérieux, tu vois. Donc, alors, toujours pour revenir sur le sujet de focus qu'on avait au départ, tu avais ça à côté. Tu faisais encore de la formation? Non, là, j'arrête. Tu avais arrêté la formation. Podspace, n'était pas encore là? Non. Et tu avais ton podcast, James et Shona? Toujours Pas encore. Ah, donc là, tu étais vraiment que là-dessus. Ouais, je prends des bureaux dans le 91. Ah, carrément. 60 mètres carrés, ouais. T'étais déter. Ouais, je recrute Jason qui vient travailler avec nous. On fait un peu de campagne d'influence. Et décembre, une marque nous contacte. Une marque nous contacte, c'est le Loulou, qui sont numéro 1 dans la cellulite. Tu vois. Une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on va dans leur bureau. Et de base, ils nous contactent pour notre expertise TikTok. On fait un premier échange avec eux, ça se passe bien. Deuxième échange, et puis on commence à parler de Cosmile. Tu vois. Ils disent, purée, c'est bien ce que vous faites. Juste en organique, vous faites ces chiffres-là, c'est impressionnant. Et de là, ils sentent une opportunité. Et on part sur un deal. En gros, ils nous payent 10 000 € par mois, Shona et moi, pour qu'on transmette notre expertise TikTok à toute leur équipe. Parce que eux, c'est des profils un peu plus seniors, donc ils n'étaient pas très à l'aise avec TikTok. L'influence était en down avec l'affaire de Magali Berda. Et du coup, ils voulaient se repositionner sur un autre levier et tirer profit de ça, tout simplement. Et ils disent, et en plus de ça, nous, on vous propose 100 000 € d'investis sur Cosmile. Et on met les 100 000 € dans des campagnes d'influence avec notre track record qu'on a déjà sur les influenceurs. On est comme des fous, on dit lourd. Mais alors attends, parce que vous gardez, ça reste toujours votre boîte? On est associés sur ils appelaient ça une autre tôle, je m'en souviens. Une autre tôle, genre c'est une sorte de joint venture en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Et puis on est 4 associés. J'étais 2. D'accord. À parts égales. Et on part sur un deal comme ça, on fait 4, 5, 6 rendez-vous. Ils nous invitent au repas de Noël, mais on n'a pas pu venir malheureusement, mais on était déjà dans le truc, tu vois. Et nous, ce qui faisait vivre la marque, c'était la création de contenu. Et à cette époque-là, donc c'est Black Friday, il y a des gens qui reprennent nos publicités pour faire ce qu'on appelle du no-ship. Donc ils reprenaient nos publicités avec nos visages, Shona et moi, et ils faisaient des sites frauduleux en fait.
Et Vous avez après, vraiment nous, la hype. Ça, c'est quand t'es trop hype. on commence à avoir des gens qui viennent se plaindre et on ne comprend pas parce que nous, on a un prestat qui livre en temps et en heure. Tu vois. Les produits sont en physique en France, stockés dans 91 à Nice, je crois. On ne comprend pas. Et là, on voit que bon, il y a une hype autour du produit. Pas mal de gens essaient de faire des arnaques autour de ça. On sent un peu le vent tourner, tu vois. Et à ce moment-là, on se dit, bon, c'est pas grave, eux, ils vont investir de toute façon. Ils rédigent ce qu'on appelle une LOI. Lettre d'intention. Voilà, exactement, une lettre d'intention. Ça prend un peu de temps, forcément. Donc, ils vont avec leurs avocats et nous, on ne prend pas d'avocats. Et c'est pour ça que, tu vois, encore une fois, je te dis, dans le business, tu prends des stades de maturité au fur et à mesure, que tu avances. Et Shona a dit, oui, il faut toujours écouter les femmes. Il faudrait prendre un avocat, ça serait mieux. Moi, je vais avancer vite, tu vois. Je suis un gars, moi, je vais avancer. Juste avancer. Et très naïf, on lit la LOI. Et puis, il y a des termes quand même que je ne comprends pas. Que Shona non plus ne comprend pas, tu vois. Il y a un truc qui cloche là. Et nous, pendant ce temps-là, pendant tout ce laps de temps, nous, on perd du focus sur Cosmile. On fait moins de création de contenu. Mais on s'en fout. Parce que là, dans un mois, ils vont arriver, ils vont mettre 100K, on va prendre les top influenceuses avec leur track record. Et c'est sûr que la marque va cartonner parce qu'on a fait un branding incroyable et le produit marchait. D'accord. Et oui, du coup, vous faisiez moins de chiffres. Ouais, ça commence à baisser, tu vois. Ok. Et finalement, on prend un juriste. On fait juste un appel avec elle, il suffit pour nous remettre les idées en place et nous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. En gros, il nous disait dans la LOI, si ça ne marche pas, on se sépare et vous n'avez plus le droit d'exploiter une marque de cosmétiques ou de compléments alimentaires pendant 2 ans. Mais ça veut dire quoi, ne pas marcher? Non-concurrence, ouais. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de chiffre. Dans la LOI, il n'y a aucun chiffre. Ouais. Tu vois? À partir de quel moment on considère que ça a marché ou pas? À partir de quel moment on considère que nos résultats TikTok sur Cellule Blue, sur ce qu'on va transmettre à vos équipes, vont être assez satisfaisants pour que vous nous payiez les 10 000 € par mois? Plein de choses comme ça, tu vois. Ouais, qui n'étaient pas chiffrés en fait. Mais je pense que dans leur intérêt, c'était voulu. D'accord. Tu vois? Toi, tu penses qu'ils voulaient vous la mettre à fond. Et là, avec du recul, encore plus. Ouais. Parce que, tu sais, ils nous harcelaient pour qu'on signe quand même. Et on dit, écoute, on a vu avec notre avocat, on renvoie un mail, il y a des choses il y a des points qu'on soulève dans la LOI qui ne nous vont pas. Est-ce qu'on peut la rédiger dans ce sens-là? Ok. Et à partir de ce moment-là, plus de réponse. Jusqu'à aujourd'hui. Putain. Plus de réponse. Et on parlait très très bien avec eux. Hein. Ouais. En fait, ils se sont dit, ces deux petits jeunes, on va leur mettre profond. C'est le blue si tu veux. Mais c'est une dinguerie. Dinguerie de fou. Et là, je me rends compte que... Et en plus, toi, tellement t'es chaud, t'allais y aller. Là, je me rends compte que le business, en fait, c'est un monde de requins, tu vois. Ah, totalement. Mais c'est bien parce que ça m'apprend des choses. Ouais. Donc, j'en sors pas avec une image négative de ça. Au contraire, j'en sors avec une image positive parce que si tout ça n'était pas arrivé, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Ça se trouve, tu aurais pris une grosse douille ici, ou en tout cas, plein de trucs, tu vois. Même, je pense que j'aurais pas fait le podcast avec Shona parce qu'à cette époque-là, juste après, on lance le podcast. Ok, d'accord. Tu vois. C'est donc toute cette période-là, mais finalement, la marque Cosmile. Et la marque Cosmile, nous, on fait moins de création de contenu. Ouais. 3 mois, on fait moins de création de contenu. Du coup, on perd des chiffres de fou. Tu vois. Et on perd, j'arrive pas à relancer. Okay. Y a d'autres marques qui se positionnent, forcément. qui prennent le marché, des gens qui prennent notre image, qui font des escroqueries. Et je me dis, bon, c'est trop. Et du coup, on a laissé mourir un petit. J'ai essayé de revendre. J'ai pas réussi malheureusement. Et là, je pense que je pourrais la revendre pour 20-30 000 € parce que ça reste, il y a un bon branding, ça fait encore un tout petit peu de chiffres. Mais, ouais, c'est pas le truc. Donc, mais finalement, ça a duré combien de temps, cette affaire-là, où vous avez vraiment... 1 an et demi. 1 an et demi quand même. 1 an et demi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites... Parce que là, en fait, là, on sent le... C'est toi qui donne les idées, j'imagine. Tu dois te réveiller. Je te sens vraiment le mec qui me réveille. Ouais. Ah, j'ai une nouvelle idée, on y va. Dans ma tête, ça... Mais je me suis un peu plus calmé qu'avant. Ouais, parce que là, ça te canalise, vu que tu as un projet massif et tu peux pas tout le temps lever un nouveau truc parce que tu sais qu'il faut que tu aies suffisamment de temps et d'investissement pour gérer ce truc-là que tu as aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi vous lancez le podcast? Comment ça arrive? En fait, Shona m'avait déjà soumis l'idée 6 mois avant. On avait fait un premier test. Okay. Ça n'avait pas marché. Okay. Un test vite fait, claqué avec des iPhones et tout, tu vois. Ouais. Ça n'avait pas marché et tout. C'est-à-dire, vous avez fait quoi?
Le même Moi, concept. j'ai un podcast avec ma femme. Hein. C'est pour ça que je t'écoute là. Ouais, on avait fait c'est Shona qui vient me voir, qui me dit écoute, il y a un concept qui cartonne aux US, viens, on le fait. Et moi, il faut savoir que je fais partie des personnes qui n'aiment pas inventer des choses. Ah ouais? Ah oui, moi, je Comment copie, ça? moi. Ah, pourtant, je te vois plus créatif. Mais en fait, Oui, je suis créatif. Tu crées dans la copie. Je crée C'est dans ça, la en fait. copie. Tu prends ce que les gens font. Je prends une idée. Et qui après, existe. toi, tu mets ta créativité Voilà. dedans. Et à partir d'accord. de cette idée-là, je transforme tout. Ok, Le d'accord. concept Podspace existe Ouais, déjà. t'as rien inventé. J'ai Oui, rien inventé. je comprends mieux, effectivement. Et Shona me dit ça, et je regarde, je vois que ça cartonne aux States. Ok. Je dis bon, je regarde en France ce qui se fait, il n'y a personne qui fait ça. Il y a une fille qui faisait ça en se maquillant, ça marchait bien, mais il n'y avait personne qui le faisait en couple. Ok. Mais qui fait quoi exactement? C'est ça, Qui fait le concept Suis-je mauvais? Suis-je mauvais? Ouais, en fait, c'est un concept où, en gros, on prend des histoires sur Reddit ou des histoires d'abonnés. Ouais. Les gens, ils se demandent s'ils sont mauvais par rapport à une histoire qu'ils ont vécue. Ah, c'est ça votre concept? Ok, Et du coup, ça d'accord. commence par Suis-je mauvais parce que j'ai pas invité ma belle-mère à mon mariage, par exemple, tu vois. Et on raconte l'histoire et ça part sur des débats de société. Ah, mais qui répond? C'est Shona et toi? Qui répond à quoi? À la problématique? À la problématique. Concrètement, Bah, comment après, ça nous, se non, passe? en fait, nous, on répond pas. On raconte l'histoire et ensuite, on réagit. Ouais. Tu vois, donc, Est-ce que tu peux donner un exemple d'un épisode type j'ai ou un l'autre exemple type. l'épisode qui a le mieux marché ou un celui qui épisode t'a qui le a plus mieux marché, marqué? c'est là. Ah, mais j'ai pas de réseau dans le studio. Ouais, mais là, on a fait une vidéo. Ah, si, il y a une vidéo qui a fait 4 millions de vues. Mhm. Mais c'est pas un sujet mauvais, c'est une histoire. D'accord. C'est je suis enceinte, mais je suis vierge. C'était ça le hook. Tu vois? Et dans l'histoire, en gros, la meuf raconte son histoire et elle a peu eu de rapport, tu vois, mais elle est tombée enceinte et son gars l'a quittée parce qu'il comprend pas, etc. Et la vidéo, elle est devenue archi virale sur les réseaux sociaux. Et nous, on réagit. Mais en fait, nous, on lit pas les histoires avant. Shona les lit, mais moi, je les lis pas. Du coup, moi, mes réactions sont spontanées. Ouais, réel. Et c'est ça qui fait que, en fait, ça rend les choses virales. Parce que Mais le concept, c'est quoi? Vous êtes là, Shona, elle a sélectionné une histoire. ouais, elle sélectionne des histoires la veille. Ouais. Moi, je regarde pas les histoires. Bah, par exemple, il y a 2 jours, on est venu tourner. Elle a sélectionné une dizaine d'histoires. Ok. Elle les lit. Et moi, Au micro, elle est avec sa couverture et son thé. Ouais, moi, c'est ça que j'ai remarqué surtout. c'est ça. Vous deux. C'est ça. Et après, vous réagissez. Et vous moi, dites je quoi? réagis. Et après, elle me lit l'histoire. Et ensuite, on amène sur des débats de société. Ok. Parce que finalement, chaque histoire, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Parce que c'est des histoires de la vie de tous les jours. Ça peut être des histoires de mariage, de tromperie, de taf. Ouais. Tu vois, suis-je mauvais parce que je ne parle plus à mon meilleur ami qui m'a volé mon idée? Ok. Tu comprends? Ok. Mais c'est des histoires qui peuvent toucher tout le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à créer un engouement aussi autour de ce podcast. Et ça, vous le faites sur YouTube? YouTube, TikTok, Le Instagram. TikTok, avec les deux, comment vous faites? On a 700 000. Ouais, je sais. 700 000. Ça, j'ai vu que vous avez des grosses communautés, mais en fait, j'ai pas creusé complètement. Je m'étais dit qu'on allait en parler. Mais donc, le contenu, là, vous le faites comme ça. TikTok, vu que c'est en format réel, vous faites comment? C'est une altération des caméras que vous mettez directement sur. Soit on met en 9/16e direct, Ouais. soit on recule les caméras, tu vois. Et ensuite, Après, vous coupez. on tourne 1 heure. Ouais. Ensuite, on cut et on envoie sur les plateformes direct. Ok. Et pendant 1 heure, vous êtes là et vous discutez Ouais, mais ça tous les passe deux, trop, quoi. trop vite, je te jure. Bah, j'imagine, 1 heure c'est court, hein. Quand on est surtout une heure, avec c'est ta court. femme, vous avez l'habitude de Ouais, discuter, ouais. vous prenez du plaisir, tu vois. Ouais. Et donc ça là, finalement, parce qu'il y a deux choses dans la création de contenu. Soit vous créez un produit qui est en soi-même, qui soi-même est monétisé, ou soit c'est la création de contenu qui est dans le tunnel de vente. Vous avez choisi quel Bah moi je suis. Là, c'est du divertissement, tu vois. Ok. Donc, c'est un persona qui est monsieur tout le monde. Ok. J'ai pas envie de faire de la formation sur ça. J'ai pas envie de tuer. Parce que la formation en France, c'est une très mauvaise image. J'ai pas envie de tuer mon image par rapport à ça et l'image de ma femme non plus. Donc là, on est dans une logique des choses où la création de contenu rapporte de l'argent. Voilà. Donc, TikTok monnaie, YouTube monnaie, partenariat, on commence à en avoir parce que là, on commence à avoir une grosse communauté. Donc, les marques s'intéressent à nous. Ok. Et elle se demande encore comment on peut intégrer un placement dans un podcast, mais dans 2 ans, ça sera même plus une question, ça sera une logique, je pense. Je pense qu'on est juste au début, en fait. Et comme, encore une fois, on ne vit pas que de ça, tu vois. Ouais, ça, c'est un side pour voilà. le coup. On n'est pas en mode il faut absolument qu'on crée du contenu, sinon on ne va pas vivre. Tu vois. Parce que vous créez tous les combien, du coup? Ah non, on poste 1 fois par jour. Allez, 6 fois par semaine. En fait, vous créez une vidéo, mais vous la postez tous les jours. Ou bien tous les jours, vous créez des nouvelles vidéos. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo qui sort. D'un nouveau thème et tout. Ouais.
Mais nous, des sujets mauvais, c'est rapide, c'est 5 minutes. Hein. Ah, ok, d'accord. C'est pas 1 heure, tu vois. Ok, d'accord. C'est 5 minutes le sujet mauvais. Ok. Tu vas sur TikTok, en moyenne, c'est 5 minutes. Et après, vous avez votre vidéo long terme. Après, on a une émission aussi qui s'appelle Sakuma, qui sort tous les dimanches, uniquement sur YouTube. Là, on commence à découper en short pour essayer d'envoyer. Uniquement sur YouTube, où on fait des stats assez convenables. On doit faire 30-40 000 vues par épisode sur YouTube, ce qui est bien, parce que YouTube, c'est très, très dur. Et c'est un épisode où on parle de débats de société, de débats de relations, et de ce qui se passe cette semaine sur Internet. Qu'est-ce qui a remué la toile, tu vois. Et vous êtes toujours, Shona et toi, posés, toujours le même setup et tout? On essaie de changer, dans un même mais en type général, de setup, quoi, tu vois. Même, vous n'avez pas d'invité. Là, justement, parce que là, ça fait 1 an qu'on a fait ça, on a réussi à bâtir quelque chose de solide, mais là, faut qu'on se professionnalise. On sent qu'il y a quelque chose à faire grâce à notre image, tu vois. Et du coup, on veut faire les choses mieux. Et du coup, on sort une nouvelle émission. On en réfléchit encore sur le nom. Et en gros, ça sera... tu vois Guillaume Play? Non. Tu vois Guillaume Play comment ça s'appelle déjà? Legend. Je t'invite à regarder, c'est très très intéressant. En gros, il invite soit des personnalités, soit des personnes qui ont des vies atypiques. Et ça marche bien, c'est super intéressant en plus. Je kiffe moi, et j'aimerais beaucoup le faire, mais encore une fois, à notre sauce, avec notre personnalité. Guillaume Play, c'est Guillaume Play. Nous, mais c'est toujours ça. Moi, j'ai calqué Mathieu Stéphanie, mais les premiers épisodes, et puis au bout d'un moment, c'est ta personnalité qui ressort, tu vois. Mais donc, ce que je comprends, c'est ça. Et c'est là où c'est smart. Moi, je pense que je n'avais pas réfléchi de cette manière-là. Mais c'est qu'en fait, toi, tu regardes beaucoup ce qui se fait aux States. À fond. C'est ça? À fond. Et tu reproduis. Moi, c'est ça ma technique. Et tu mets ta créativité, mais dans un cadre, en fait. Dans un cadre qui existe. Je réplique avec ma personnalité et ma créativité. C'est pas de la copie pure. Non. Mais tu mets ton génie créatif dans un cadre qui existe et tu sais qu'il peut y avoir une demande. Exactement. Quoi. En fait, ça me permet d'avoir une base. Sur cette base-là, ensuite, moi, je peux me calquer, tu vois. Et là, on veut faire à peu près la même chose que Guillaume Pelé, mais ça sera différent, quoi qu'il en soit, parce que nous, on sera 2. Forcément. Donc, 2 personnes à interviewer, une seule personne. Je ne sais pas comment ça va rendre à la caméra. Peut-être que ça peut rendre moins bien, peut-être que ça peut rendre mieux. En tout cas, on va tester. Donc, je pense sur ce décor-là, normalement. Donc, je pense, moi, là, elle, là, et puis l'invité ici. La personne en face. Et du coup, tu vois, là, par exemple, normalement, là, on essaie d'avoir une première personne qui a une histoire assez atypique. En gros, elle a failli mourir à cause de moisissures derrière son lit. Et elle ne l'avait pas vu, tu vois. Ah, j'ai vu des trucs comme ça. Elle est passée sur quelques médias. Ouais, moi, j'avais vu sur TF1. Enfin, un journal télé, quoi. On m'a envoyé. Et on va essayer de rendre le montage assez profond, dynamique, bien tamisé, tu vois. On va essayer d'inviter aussi des métiers atypiques. Genre, tu vois, mon frère, il est chirurgien. Tu m'en avais parlé. Il fait de la chirurgie réparatrice. Moi, c'est mon frère, donc je le vois tous les jours. Mais c'est quoi la vie d'un chirurgien? Il voit des trucs de fou, mon frère. Il fait des trucs. Des fois, il monte son téléphone, il monte des photos, mais tu peux pas avoir ça dans ton téléphone. Tu te fais contrôler par la police, ça veut dire que t'es bizarre, toi. T'es Dexter, mon gars. Tu vois ou pas? Je vois très bien, c'est clair. Et c'est quoi ta vie, en fait? Parle-moi de ce que tu fais, parce que pour toi, c'est logique, mais pour des personnes lambda, ça ne l'est pas. Pour tout le monde, c'est exceptionnel. Tu vois? Je suis d'accord. Et c'est ce genre de personnes que je veux avoir dans cette émission. Et avec Shona, je veux qu'on essaie d'aller en profondeur. Et maintenant qu'on est une communauté, je pense que ça peut vraiment les intéresser. D'accord. Tu vois? Et à terme, pourquoi pas recevoir des personnalités, des gros créateurs de contenu, et qu'on aille dans le deep, en fait. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Non, c'est lourd. C'est lourd. Donc ça, c'est l'activité et c'est monétisé grâce aux plateformes. Et au placement de produits au fur et à mesure, quoi. D'accord. Podspace. Il faut qu'on revienne maintenant sur Podspace. Là, aujourd'hui, en 7 mois, c'est ça? Depuis, mois, là, on est dans le 7e mois. Vous avez pris cette place de numéro 1, tu disais, parce qu'il n'y a pas grand monde, mais en réalité, tout le monde ne pouvait pas la prendre et la prendre comme vous l'avez prise. Est-ce que tu peux, la dernière fois, on avait fait un call, tu nous as expliqué un peu le projet, comment il va se développer. Là, on est dans les nouveaux locaux. Ça fait, là, on est dans la première semaine, tu as dit, deuxième semaine d'enregistrement? Ouais, première, tu peux dire première semaine. Première semaine d'enregistrement. C'est quoi ta vision par rapport à Ma vision, Podspace? c'est de développer Podspace dans toutes les grandes villes du monde.
Du monde. Du monde, ouais. Du monde parce que la création de contenu, c'est mondial. Ouais, totalement. Maintenant, c'est un gros défi parce que c'est un business physique. Ouais. Il faut des personnes en physique. Il faut des locaux physiques. Ouais. C'est pas quelque chose que tu scales comme ça. Il faut des gros fonds. On en avait parlé, bien sûr. On avait discuté. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un associé qui réseaute très, très facilement. Réseaute ? Ouais. Ok. Et qui n'a pas peur d'aller voir les gens, qui a très confiance en lui. Et on se complète beaucoup sur pas mal de points. Tu vois, là, typiquement, il y a Eric Larchevêque qui sont en train de tourner dans les autres studios là, en même temps qu'on parle. Ouais. Qui est du coup le fondateur de Ledger, pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis. Et qui veut être mon associé. Exactement. En tout cas, le grand public l'a découvert comme ça. Exactement. Nous, dans le milieu de business, on connaît beaucoup Ledger, crypto, tout ça. C'est un mec qui a fait, dans le milieu entrepreneurial, qui a fait beaucoup d'argent. Voilà. Et j'ai mon associé qui me dit, c'est une grosse opportunité, il ne faut pas la rater. Là, il m'envoie que des messages, tu vois. Là, lui, il veut l'attraper. Ah oui, il est parti à San Francisco en vacances. Et même en vacances, et on a réussi à avoir des contacts là-bas de gars qui sont super intéressés par le projet. On a un call vendredi prochain pour discuter d'une potentielle levée, tu vois. Après, chaque chose en son temps. Je pense que quand je t'ai demandé, c'était un peu tôt. Je pense qu'on va faire 1 an. On va prouver. Nous, on sait comment ça va se passer normalement. Ouais. Vous avez déjà une roadmap? Ouais, la seule crainte, c'était de ne pas réussir à remplir le deuxième studio et de se dire, ça s'essouffle. C'est tout l'inverse. Ah ouais, vous sentez déjà, là, il y a une waiting list qui est importante. On était débordé la première semaine. Ah ouais, on a recruté 2 personnes là en urgence. Direct, parce qu'on n'allait pas suivre. Et vous êtes ouvert quoi, de 8h à minuit? Comment ça? On est ouvert lundi, mardi, mercredi. Parce que moi, je me souviens quand là où je me suis dit, c'est un truc de ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu louer la première fois, je voyais tout de suite les délais. Je me disais, mais wesh, c'est qui ces gens qui vont filmer là-bas? Tout le monde, en fait, c'est tout en full, j'ai l'impression, depuis que vous avez lancé. C'est pour ça qu'on a ouvert le deuxième, tu vois. Ouais. Mais oui, la crainte, tu vois, c'était... Attends, j'ai pas répondu à ta question. Non, c'était... c'est que moi, la question générale, en tout cas, c'est quoi le projet, tu vois. Et après, je dis, comment est-ce que vous faites pour être toujours full et être aussi haut que vous l'êtes actuellement, quoi. Bah écoute, je pense que c'est juste un effet boule de neige, comme je te l'expliquais juste avant, tu vois. On essaie de mettre la qualité dans nos process et dans nos décors. Ouais. C'est la chose numéro 1. Je sais que là, il y a pas mal de gens qui essaient de lancer leur studio de podcast. Et pourquoi ça me fait pas peur? Parce que moi, je sais à quel point on a galéré pour mettre en place des process. C'est un business qui est très difficile, dans le sens où c'est de la production vidéo, mais fait à grande échelle. Nous, en une journée sur l'ancien studio, enfin sur le studio rue Montmartre, l'autre, le premier, on fait 6 tournages. Au pic. 6 tournages. Mais sauf que notre promesse, c'est de livrer en 48 heures. Et en plus de ça... En 48 heures, les vidéos? En 48 heures, les vidéos. Et en plus de ça, on livre parfois des pré-montages. Donc en 48 heures, je dois livrer 6 clients, avec parfois des nanettes qui prennent des pré-montages ou des shorts. Il faut réussir à absorber tout ça déjà en termes d'accueil, en termes de mise en place, en termes de livrables. Et là, on passe de 6 à 18 par jour au pic, parce qu'on a 3 studios maintenant. Tu vois. Donc c'est 3 fois plus de staff. Et moi, j'ai vu toute la complexité de la chose, parce qu'une boîte de prod normale va faire 3 gros tournages dans le mois. C'est des gros tournages. Nous, on en fait 6 en une journée, même si c'est des petits tournages. Ça reste des tournages qui demandent de la post-production ou de la gestion de fichiers, etc. Et c'est des choses qu'on a dû apprendre sur le tas, parce que finalement, il n'y a aucune boîte qui faisait ça, donc on a pu se baser sur personne. On discutait, on est en très, très bon échange avec Podster. Donc, Vuc, le fondateur de Podster qui est à Dubaï, qui nous a beaucoup conseillé sur des choses, tu vois. Et il a vu à quel point on a avancé vite. Même là, quand on a sorti le module de réservation, donc dédié au studio de podcast, il était choqué. Parce qu'encore une fois, on a pris ce qu'il a fait, tu vois. Parce que lui, il avait sorti ce module-là qu'il voulait nous vendre. Et au final, il a pu, enfin, il est revenu sur sa décision. Parce que de base, on allait avancer avec ça, mais on allait être trop dangereux. et on dit, bon, c'est pas grave, on va commencer avec c'est quoi l'outil de réservation de call là? Calendly. Ouais, c'était ça. Et on a très vite trouvé un dev pour avancer plus vite et faire un truc à nous. Et il a vu que en fait, la vision était trop claire dès le départ. Nous, on voulait que sur le site, tu puisses réserver ton montage, le nombre de shorts, que ça te parle visuellement, etc. Et là, si tu vas sur le site, tu vois, c'est exactement comme ça. Tu vois. Et vu qu'il nous a envoyé un message en nous disant, les gars,
félicitations, vous avez repris ce qu'on a fait en mieux. Mmh. Je nous envoyer ça sur WhatsApp. Ouais, toi, c'est ton talent, ça. Tu reprends les Ouais, trucs, j'essaie d'améliorer. t'améliores. Et Mais donc, les gros challenges de ton activité, c'est ça, c'est ouais, c'est ça. les process C'est les process. pour pouvoir délivrer dans les temps, Ouais, c'est ça. délivrer de manière qualitative. C'est Il a fallu processer énormément. Et encore, c'est pas au point 100%, mais je vois à quel point c'est difficile. Là, tu vois, j'ai Jamel qui chapeaute aussi tout, hein, qui est un peu le bras droit, tu vois, Mhm. qui a beaucoup aidé sur les process. Si Mhm. je l'avais pas eu, Jamel, les process n'auraient pas été comme ça, mais ils sont pas encore au point. Mais Ouais. je vois à quel point c'est difficile, tu vois. Mhm. Là, Process, c'est aussi le pricing, non? Parce que moi, j'ai l'impression au un prix début, d'appel, à chaque fois que j'arrivais, il y avait toujours des nouveaux pricing. et là encore, Comment on est en vous train de avez- tester. Normalement, là, ça va Ok. rechanger encore une dernière fois. Ok, On est en train, d'accord. faut vraiment, c'est du testing tout le temps, tu vois. C'est du testing tout le temps parce que au final, plus on fait du volume, plus on rencontre des problématiques. Donc les problématiques, faut essayer de les gérer. Les gérer comment? Faut changer les prix, faut changer les process. Mhm. Tu vois, si tu changes le process, faut peut-être que tu changes le prix. Ouais. Maintenant qu'on a switché sur une web app pour pour la réservation, faut passer par le dev et faut tester des trucs, tu vois. Mhm. C'est tout ça. Et je vois moi à quel point on cravache, on galère alors qu'on est les premiers sur le marché et qu'on Ouais. est une équipe de 10 personnes. Mhm. Et Les que autres- ici, pour avoir le lieu, on a mis un sacré billet, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. C'est pas tout le monde demain qui va venir à Paris, en tout cas, Ouais. faire la même chose qu'on fait. Là, il y a un gars qui l'a fait en banlieue, Mhm. tu vois. Mais à Paris Centre, c'est pas soit une facile. grosse boîte qui vient, qui a les fonds et qui le fait. Mhm. Et même si elle a les fonds, si c'est pas une boîte qui fait de la vidéo déjà, Qui n'a pas l'habitude de gérer, c'est pas facile. en vrai, j'ai au moins 6 mois pour. Mais toi, t'avais pas en plus cette expertise. Non, vidéo. j'étais juste créateur de contenu. Ouais, Et j'ai tout t'étais appris sur le tas. créateur. Et T'as c'est tout ça aussi appris. que j'aime bien, tu vois, c'est qu'à chaque fois que je fais un truc, moi, je passe, et tu peux demander à ma femme, mon matin, ma matinée, mon après-midi, ma soirée à regarder des vidéos sur ça. Ok. Toutes les vidéos sur comment créer un studio de podcast, Tu les as toutes je les ai vues. toutes vues. Ok. Toutes. Mhm. Et après, je partais plus loin parce que je connaissais plus de choses, donc la régie vidéo, etc. Mhm. Je connais tout sur YouTube. Parce qu'en plus, les premiers mois, tu les as assumés tout seul. Ouais, je les ai assumés Tu as tout dû seul. tout savoir, quoi. Ouais, Faire, que ce soit la régie, que ce soit même, et même la création de contenu, vu que toi, Ouais. t'es un podcasteur. En fait, là, aujourd'hui, tu es devenu un monstre, j'imagine, non? Non, parce que tu vois, aujourd'hui, je mets un peu plus de lest et j'essaie de me détacher de tout ça parce Ouais. que c'est plus mon taf. Tu Maintenant. arrives à déléguer. Ouais, chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup basé sur la confiance, déléguer des choses. Bien sûr, Et Jamel, aujourd'hui, est capable de faire 10 fois mieux que moi avant. bien sûr. Et je le sais. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, là, pour la mise en place de tout ce studio-là, Mhm. on a changé nos process, on a changé de caméra, on a changé de mélangeur, de carte son, etc. Mhm. Je ne saurais même pas le répliquer parce que moi, je ne me suis pas formé là-dessus. Ouais. On est passé un step au-dessus. Et toi, Lui, tu il te a formes fait. sur quoi maintenant? T'as dit quoi? Toi, tu te formes sur quoi maintenant? Là, à l'instant T, je me forme pas vraiment, mais je me documente beaucoup sur la restauration, vu qu'on ouvre le café Ah oui, c'est Storyteller. vrai. Ok. Et ça, c'est un petit stress en plus pour moi, même si Ok. de base, je suis pas quelqu'un de stressé. Mhm. Je me documente pas, mais je regarde comment on pourrait scaler de manière différente, ou Mhm. augmenter la valeur de Podspace sans Mhm. forcément passer par du physique. Ok. Parce- Ah, c'est dans le sens où je me dis, voilà, on a vu ton évolution, tu vois, de créateur de contenu, infopreneur, agence, nanana, en quoi, 4-5 ans max. Là, Ouais, t'as c'est 5 ans. t'as Ouais. eu plein de vie, quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais là, tu es en train d'arriver dans un nouveau, peut-être dans une nouvelle phase de ton développement professionnel. Tu as une boîte que tu vas amener à devenir big Mhm. pour pouvoir ensuite faire ton exit ou en tout cas la revendre. Tu n'es pas dans la dynamique de dire, eh, ça c'est la boîte de ma vie, mon bébé, jusqu'à la fin de ma vie, je vais rester là-dedans. Non, Maintenant, toi, James, c'est ça, je me demande, c'est quoi ton taf? Et au quotidien, c'est quoi tes challenges? C'est quoi, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? mon taf au quotidien, c'est de régler des problèmes, hein. Ouais. C'est ça mon taf ça. au quotidien, en fait. Hmm. J'essaie de régler tous les problèmes qu'on rencontre quotidiennement parce que chaque Mhm. jour, c'est un nouveau problème. Ouais, C'est ça que je dis à ouais. Shona. Tu vois. Mhm. Et c'est aussi essayer de devenir un bon manager parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, gérer de C'est pas l'humain. évident. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Ouais, Et d'accord. je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Tu vois. Donc, s'il y a Ouais. un truc que je devrais me former, c'est ça. Ouais. Acheter D'accord. des livres sur le management, comment j'essaie de bien le faire. Je pense que les équipes Hmm. me font des bons retours par rapport à ça. D'accord. Mais c'est pas évident. Hmm. Après, comme je t'ai dit, j'essaie de me documenter beaucoup sur la tech. Ok. Parce que selon moi, si on veut scale d'une manière différente, comme je t'ai dit, c'est la tech. Trouver une Euh, solution tech, quoi. Ouais, là, tu Mhm. vois, on nous approche. Il y a des
y a des boîtes tech qui sont dans le monde du podcast qui nous approchent Ok. pour faire des partenariats. Hmm. Mais parce que nous, on est le point d'entrée pour eux. Ouais, Parce que les podcasteurs viennent enregistrer où? Ici. bien sûr. Tu vois? Et toi, tu as le choix de faire un partenariat ou Ou créer une solution maison. créer une solution maison. Ouais. Et sachant que je me dis que la tech, c'est du budget et des talents, si j'ai du budget et des talents, je peux faire la même chose qu'eux. Bien sûr. Et en plus de ça, j'aurai le point d'entrée qui est Podspace. Je ramène tout le monde. Donc là, l'objectif, c'est de, je le dis parce qu'on va le sortir dans quelques mois, créer une solution tout en un où les personnes vont pouvoir venir créer leur podcast ici, leur contenu, etc. Diffuser ensuite sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, TikTok, YouTube Short, ce que tu veux, Ok. depuis notre plateforme. Donc, ne plus avoir Podspace, je sais pas moi, Spotify for Podcaster, la plateforme pour envoyer les podcasts, etc. Et des, je sais pas moi, Les Metricool agrégateurs. tous ces pour trucs-là. envoyer sur les shorts pour faire la programmation, mais avoir podspace.com pour la réservation et podspace.io pour envoyer tout son contenu que tu auras reçu sur ton espace client sur les différentes plateformes. Ok, d'accord. Et là, c'est de la tech. Là, je peux faire un abonnement. Là, je peux même aller chercher de la croissance externe à Podspace, dans le sens où je peux faire de l'abonnement sur des personnes qui n'ont pas enregistré ici, mais qui veulent quand même diffuser leur podcast Bien sur sûr. notre plateforme. Bien sûr. Et là, je fais augmenter la valeur de Podspace. Ouais. Là, tu vois. arrives sur une boîte tech scalable Oui. et qui peut devenir Oui. Et lourd, parce que quoi. pourquoi aussi? Parce que les boîtes qui se valorisent le plus rapidement et le plus facilement, c'est les boîtes tech. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Si tu parles d'exit, là, il y a quelque chose. Tu vois. Encore plus. Ouais. En tout cas, que les VC vont voir plus Voilà. facilement que si tu leur dis j'ai des locaux, Voilà. c'est encore un autre business, quoi, tu Voilà, vois. voilà. Donc, ok. Non, c'est smart. C'est très, très smart. Et donc, là, ton travail à toi, c'est de faire en sorte que ça arrive, quoi, au final. Voilà, exactement. Que ça arrive. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur le café aussi, Storyteller. Ouais, forcément. Bah là, tu l'as vu, il y a une journée de formation là, ce matin et demain. C'est quoi le lien entre le café et ici? C'est-à-dire, toi, ton projet par rapport à ça, c'est quoi? C'est deux entités différentes. Ok. C'est deux boîtes différentes parce qu'on se dit que demain, si on vend Podspace, il nous reste quand même Storyteller. Ok. Avoir un café dans Paris, c'est pas tout le monde qui, je pense, j'aurais jamais, mais vraiment jamais cru avoir un café dans Paris, dans le 2e arrondissement, Ouais, totalement. rue des Jeuneurs. Mhm. Il y a Total Énergie qui sont nos voisins et Le Bon Coin. Ah, François Hollande a dit c'est une rue où il y a plein de startups qui sont lancées. Il nous a dit ça, François Ok, Hollande. d'accord. Donc ce café-là, je vais Tu vas le garder. Et après, pourquoi pas? Je sais pas où est-ce que ça peut aller. On va vraiment le pousser avec James et Shona. Peut-être en faire une marque e-commerce de café. Tu vois, je sais vraiment pas où est-ce que ça peut aller. Ouais. Mais pousser le truc en tout cas. Et si demain, on peut franchiser, on franchise. Ok. Juste aller de l'avant en fait. Et pourquoi Storyteller? Storyteller, parce que finalement, les gens, quand ils viennent boire du café ou qui viennent se poser chez Starbucks, ils font quoi? Ils racontent des potins. Tu viens avec ton collègue de travail, tu racontes des potins sur le CEO, tu vois. Donc tu racontes des histoires finalement. Et ça a un lien avec Podspace où on vient raconter des histoires aussi. Ouais. D'accord. Non, tout ça c'est beau, hein. Franchement c'est beau. On va arriver vers les questions de la fin. Mais avant, c'est quoi les challenges que tu as à entreprendre en couple? Parce que c'est un sujet que j'aurais bien voulu quand même savoir, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais ouais, de fou. On va voir rapidement. Mais... Moi, honnêtement, c'est assez simple. Ouais. C'est assez facile parce que je pense que comme on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on se connaît très bien et on sait à quel moment, faut ralentir ou faut te laisser tranquille ou me laisser tranquille, tu vois. Et encore une fois, on a entrepris dès le départ ensemble. Ouais. Tu vois, et on a souvent travaillé ensemble parce qu'on a fait nos stages ensemble. Et bosser ensemble, c'est ça voilà. aussi. Il n'y a que notre alternance qu'on n'a pas fait ensemble. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait ensemble. Sinon, nos 2 stages, on les a fait ensemble, tu vois. Donc, c'est assez simple. J'ai pas vraiment de challenge à ça. J'ai plus des challenges à entreprendre en étant papa, par contre. Ah ouais? C'est-à-dire que gérer son temps je suis un entrepreneur et j'enlève ma casquette d'entrepreneur pour mettre celle de papa. Mais c'est quoi difficile. Le challenge dedans? C'est de pouvoir passer du temps de qualité avec l'enfant, par exemple, c'est ça? Couper ton téléphone et dire là, je suis plus sur mon téléphone et je suis avec mes enfants. Ok, t'arrives à faire ça? Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Okay. J'y arrive pas encore, mais j'essaye de faire et c'est très important parce que je veux pas charbonner pendant 5 ans et me retrouver dans 5 ans et me dire putain, j'ai pas vu que mon fils avait grandi autant. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça serait une frustration et c'est pas facile à gérer parce que je suis dans une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui sont là. Tu vois?
Il y a beaucoup de choses qui sont en train de grandir. Il faut les faire maintenant. Il faut les faire maintenant. Là, je suis vraiment dans... C'est maintenant ou jamais, tu vois. Là, sachant que même les enfants, c'est aussi dans les 5-6 premières années que tout se détermine. Voilà, aussi, tu vois. Donc, ça. Ils ont besoin d'un repère paternel. Moi, tu vois, j'ai grandi sans mon père. Il m'a abandonné quand j'avais 3 ans. D'accord. Donc, j'ai pas eu ce repère paternel-là. Et je veux pas répliquer ça d'une manière ou d'une autre à mes enfants. D'accord. Certainement pas. Donc, ça, c'est un challenge au quotidien, ça. Et comment tu fais? Tu bosses à la maison? Là, non, parce qu'on était vraiment... Tu dois souvent être présent aussi. Le mercredi, je viens pas. Mercredi, c'est la journée où le petit va pas chez la nounou. Le mercredi, normalement, en règle générale, je suis à la maison. À part quand il y a des journées de rush, des impératifs et tout. Genre François Hollande, il vient. Voilà, je suis obligé d'y aller, tu vois. S'il a dit mercredi, tu dis je vais venir quand même. Je suis obligé. D'accord. Quand il y a des grosses personnes, des entrepreneurs qui sont inspirants, type Éric Larchevêque, par exemple, je vais pour venir. Ouais. Mais sinon, le petit, j'essaie de le déposer au moins le matin. Je le prépare, tu vois. Tu passes du temps avec lui. Je passe du temps avec lui le matin, je le prépare, je l'emmène chez la nounou. Je vais le récupérer aussi. La petite, c'est un nouveau-né pour l'instant, mais j'essaie aussi de passer du temps quand je rentre. Je reprends le relais, tu vois. Mais c'est ça qui est fatigant aussi. Parce que j'ai la journée de taf et je rentre. J'essaie du moins d'alléger ma femme, tu vois. Un peu, bien sûr. Parce que c'est elle a rejoint Podspace en tant que chef de projet. Elle le fait extrêmement bien. Je suis super fier d'elle parce qu'elle est trop forte. En vrai, elle gère 2 enfants. Plus, je vais te donner une responsabilité en plus. Et elle arrive à gérer. J'essaie, donc, quand je rentre, de m'occuper un peu des enfants, tu vois. Mais là, je suis dans une période où, franchement, là, ces 3-4 derniers mois, j'étais extrêmement fatigué. C'était la naissance, c'est ça? La naissance, en plus. En plus, les nuits, on connaît tout ça. Laisse tomber. Tu dors pas la nuit, mais le matin, il faut que tu sois au taquet et que tu assumes. Après, j'ai la chance, vraiment, je te jure, d'avoir une femme exceptionnelle qui comprend vraiment ce que je suis en train de construire, tu vois, qui m'épaule dans ça. Elle te fait confiance. Vous avancez ensemble. On avance ensemble. Tu vois, les nuits, elle gère. Le premier, j'ai donné du mien, tu vois. Là, la deuxième, elle gère les nuits comme ça. Moi, je me repose et le matin, je suis d'attaque, tu vois. C'est bien d'avoir trouvé votre équilibre. Parce que je vois beaucoup de jeunes couples qui ont cette difficulté-là, effectivement. C'est pas évident. Je pense qu'il faut, c'est de la communication, il faut bien se connaître. Forcément. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble au final? Ça fait longtemps, ça fait 10 ans peut-être. T'imagines? T'as même pas 30 ans, ça fait déjà 10 ans que t'es en couple. Et c'est comme si c'était le premier jour. Vous avez géré l'avenue des enfants. Je sais c'était le passage un peu, je sais, mais au contraire, ça nous a rapprochés. Au début, vous alliez à Bali, tout ça. Au bout d'un moment, là, maintenant, il y a 2 autres personnes. C'est une autre réflexion à avoir, j'imagine. De ouf. Non, ça nous a rapprochés. Ok. Non, mais c'est top. Et du coup, quelle habitude t'as mis dans ton business qui ont été game changer, justement? Comment est-ce que t'as fait? Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir des habitudes. Moi aussi, ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans ton business? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as mises en place qui étaient game changer? Justement, tu vois, moi, je crois beaucoup au pouvoir des habitudes, mais je trouve que je les applique pas assez, ces habitudes-là. J'ai de très mauvaises habitudes, moi. D'accord. Et j'arrive pas à mettre des bonnes habitudes en place. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année. D'accord. C'est-à-dire mieux manger, par exemple. Prendre le sport, mais avoir des habitudes. Pas juste reprendre le sport. Genre le lundi, mardi et jeudi, je te dis une bêtise. À telle heure, c'est le sport. C'est une habitude. Ouais. En fait, t'es pas un mec des routines. Je suis pas du tout un mec des routines. Juste, par contre, quelque chose que j'arrive bien à faire, c'est une fois que j'ai quelque chose en tête, je le fais tout de suite. Je peux pas attendre. Et je suis quelqu'un de très pressé. D'accord. Est-ce que tu as un exemple pareil? Je sais pas, un exemple, le studio. Ouais. À partir du moment où on a vu le local, tout s'est enchaîné. Vous êtes allé. Et mon associé est un peu comme moi, tu vois. On n'attend rien. Peut-être des fois, on est trop pressé. Il y en a qui pourraient dire qu'on s'est un peu trop précipité sur le deuxième. À un moment, on a eu chaud. Peut-être qu'on est allé vite. On a mis. Là, c'est beaucoup d'investissement, mine de rien. En bootstrap, financement de personnes, tu vois. Même pas de banque. Pas de banque. Ok. Mais les banques nous regardent un peu. J'imagine. Parce que là, vous avez un modèle, ça tourne. Voilà. Peut-être qu'ils attendent au moins 1 an de bilan. C'est ça, le premier bilan, et après, ils vont rentrer. Mais c'est juste. C'est pas une habitude, mais c'est juste l'action que j'applique tout le temps dans chaque business que je fais. Prendre des décisions rapidement et le faire vite, ne pas attendre.
qui font que j'arrive à avancer. Donc, peut-être que Ok. des fois, j'avance mal ou dans la mauvaise direction, mais j'avance quand même. Je me Ouais, trompe ouais. et je recommence, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton rapport avec l'Afrique? Mon rapport avec l'Afrique, il est très particulier parce que, tu vois, moi, mon père m'a abandonné quand j'avais 3 ans. Ouais, Donc, moi, j'ai pas grandi avec la culture africaine. Et c'est quelque ok. chose que je regrette beaucoup. Ton père était de quelle Mon origine? père, Enfin, ouais, je sais il est pas. né à Abidjan, tu vois. Ok, donc toi, t'es de Côte Voilà, d'Ivoire. Côte Hmm. d'Ivoire, à Thiers, Ok. tu vois. Ça, tu le sais quand même. Bien sûr. Mais comment tu le sais? Parce que des petits, même si j'ai pas grandi avec la culture africaine et Mhm. ivoirienne, Hmm. ça reste dans mon sang, Ok. tu vois. Hmm. Et j'ai la chance d'avoir une mère qui est très ouverte d'esprit et Ok. qui m'a jamais mis des Ah, t'as barrières pas par rapport à coupé ça. par rapport à ça. Et Hmm. j'ai rencontré mes demi-frères quand j'avais Ah, 10 ans. d'accord. Donc, t'es encore en rapport avec ton frère, ton père? Non, plus du tout. C'est Ok, juste mes d'accord. demi-frères ont fait. On cherchait. Tu À connais se les connaître. papas africains, des fois, ils ont Ouais. des enfants un peu partout, tu On vois. connaît très bien. Et mes frères m'ont retrouvé. Ok. Nos mères de base en fait voulaient pas qu'on se parle parce qu'elles avaient peur que chacune d'entre elles pensait qu'elle avait encore un contact avec notre père, tu vois, ce qui n'était pas le cas. Ok. Et du coup, j'ai retrouvé mes grands frères. Mhm. Et de là, ensuite, j'ai pu rencontrer mes cousins avec qui je suis très très proche maintenant, qui sont tous ivoiriens du coup. Tu vois. Ok. Ouais, donc tu as quand même une connexion Voilà, avec ta famille. voilà. Et c'est Ok. comme ça que j'ai renoué contact avec ma famille africaine, Ok. et que je vois souvent maintenant. Hmm. Et on devait d'ailleurs aller à Babi pour Pour la pour la canne? CAN. Là, c'est le moment de partir. Mais, Pour toi? mais malheureusement, j'ai pas Ouais, pu y aller. Je j'imagine. regrette énormément, tu vois. Ouais, ouais, Euh, ouais. mais en fait, comme c'est quelque chose dans lequel j'ai pas baigné, en fait, j'ai comme un manque en moi, Ok. tu vois. C'est comme une Mhm. partie de moi que j'ai pas encore découvert et ça me Hmm. frustre T'es pas allé en énormément. Afrique encore? Si, je suis déjà allé en Afrique, Ok. mais j'ai pas eu la chance d'aller en Côte En d'Ivoire Côte encore. d'Ivoire. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans ma to-do list à faire dans les minimum dans les 3 prochaines années à venir. Parce que déjà, je devais y aller là en février, tu vois. Ouais, bah ouais. Malheureusement, Là, je peux c'est pas le y aller. moment d'aller à Abidjan, là. Mais le pire, c'est que tu vois, même si j'ai pas grandi dans cette culture africaine, j'ai baigné quand même dans cette culture africaine de par mes meilleurs amis, les gars avec qui j'ai grandi, mes cousins, tu vois. Donc c'est quand même là. Ok. Euh, D'accord. et je suis français, Mhm. tu vois, mais par moment, on me rappelle que tu es français, mais attention. Quand tu dis on te rappelle, c'est-à-dire? J'ai plein d'anecdotes, tu vois. Ouais. Quand j'étais petit, la police. Mm. Quand je dis je suis pareil que toi, qui me dit non, on est différent, je dis ah bon? Il me dit bah oui, t'es noir, je suis blanc. Ah ouais? Ça m'est arrivé pour de vrai. Ok. Et avant ça, je connaissais même pas le racisme. Mm. À part un jour, je suis allé en Normandie chez mes grands-parents, une petite fille, c'était même pas voulu. Elle dit ah, t'as vu maman, il est couleur choco. Ouais. Mais ça, c'est des petits trucs d'ignorance parce que les petits sont Exactement, les pas. petits. Mais sinon, j'avais jamais vraiment connu le Le racisme. Mais c'est racisme. là que j'ai dit ah putain, en vrai, ah ouais, ça existe vraiment, ces conneries-là, tu vois. Et même, comme je l'ai dit dans un autre podcast il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression qu'il faut toujours faire 3 fois plus que les autres pour qu'on nous voit, en fait. Ouais. Et c'est ça qui me donne la dalle, Mm. tu vois. Mm. Ça me donne vraiment la dalle de fou. Parce que je suis pas plus bête qu'un autre, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis juste là et je fais les choses, tu vois. Et t'es en route vers l'excellence. J'espère. Et est-ce que tu te projettes à entreprendre en Ouais, à Afrique? fond. C'est quoi ta vision du continent, au-delà du fait que c'est une partie de toi avec laquelle tu t'es pas encore connecté? C'est quoi ta vision? Est-ce que par exemple une phrase comme Africa is the future, ça te Mais parle? bien sûr, à 100%, tu vois. Mon frère qui est chirurgien, Mm. il est convaincu qu'un jour il arrêtera pour aller entreprendre en Afrique, Ok. tu vois. Il y a quel âge? Mon frère, il a eu 31 ans, j'ai 28, ouais, on a Ok. 3 ans d'écart, D'accord. tu vois. Mhm. Lui, il est plus plugué que moi, parce lui, il est angolais, ivoirien, tu vois. Ok. Et du D'accord. coup, lui, il est déjà parti en Angola plusieurs fois. Donc, il a quand Mm. même, Ouais. tu vois, un pied là-bas. Mhm. Notre grand-mère, je l'appelle notre grand-mère, c'est comme si c'était ma grand-mère est angolaise là-bas, elle a une maison, etc. Tu vois. Ok. Et du coup, il a pu voir comment l'Afrique peut se développer Surtout vite. Moi, j'ai l'Angola, pas vu, tu il y a vois. l'argent du pétrole. Ouais, L'Angola, exactement. c'est un autre mindset encore. Et plusieurs fois, il m'a dit, il faut qu'on ouvre quelque chose là-bas, il faut qu'on ouvre quelque chose là-bas. Mm. Et moi, je sais, tu vois, là encore, il y a quoi, 2 jours, j'ai eu je crois, directeur ou patron de Miss Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, Ok. qui est venu D'accord. dans le podcast de Gladys Mignon, qui est un podcast porté sur l'Afrique aussi, tu vois. D'accord. Et qui me disait, mais t'es
fou, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas péter les plombs. Ça va trop, trop vite. Et je le sais parce que quand mes amis ils partent là-bas, ils me disent, mais t'es fou, James. C'est une C'est dinguerie. même pas normal que tu sois pas encore allé. Tu vois. Ah, c'est une dinguerie. Et Tu vas voir, tu vas il pas y a comprendre. quoi la semaine dernière, je regardais. Il m'a ajouté sur LinkedIn en plus, tu vois, je vais plus me rappeler de son nom. C'est lui qui fait les réunions là, des entrepreneurs là, où ils viennent pitcher. Là. Je sais plus. Sur LinkedIn, tu dois très bien voir qui c'est. Sûrement. Il a fait une vidéo, il est parti en Côte d'Ivoire. D'accord. Faudrait que je te montre cette vidéo. Ouais, on va regarder ça. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai vu que les talents, ils sont là-bas. Mais je le sais déjà en vrai, tu vois. Et ça va trop, trop vite. Et même la richesse pure, elle est là-bas. Ouais, totalement. Mais c'est que là, pour l'instant, tu n'as pas encore de projet. Parce que moi, C'est ma ça. question en général, c'est dans une Afrique idéale, quel rôle toi tu jouerais, tu vois? Moi, j'aimerais bien avoir ce rôle du mec qui vient et qui apporte sa touche en tant que créateur de contenu, tu vois, ou d'aider les jeunes à créer du contenu. J'en discutais avec le gars que j'ai rencontré, tu vois, ouvrir des studios de podcast, je suis sûr que c'est un truc qui cartonnerait. Ouais, c'est possible. C'est possible. On a des contacts là-bas. Je pense qu'il y a un... Mais ça, c'est Il y vraiment a un un truc plug à que faire. j'aimerais faire. C'est juste que, comme j'ai pas eu la chance d'être allé en Côte d'Ivoire encore, je suis pas plug, tu vois. Ouais, Ça, ouais. c'est juste une question de relation. Et puis après, encore une fois, tu vois, je sais que les mentalités sont différentes. Mmh. Qu'il faut aussi que je fasse attention. Tu Mmh. vois. Mais en fait, l'avantage avec la Côte d'Ivoire, c'est que la diaspora est tellement présente là-bas Voilà. qu'en fait, il y a déjà un pont en fait, qui est fait. Mm. Maintenant, c'est juste à nous de le traverser, en fait, tu vois. Exactement. Mais toi, tu as déjà potentiellement, je suis sûr, des gens. Et en plus, ton activité, nous, on a notre gars, là, Kyle Lumumba, qui a une agence, Adicom. Il aide les influenceurs à trouver du business. Il les aide beaucoup. Tu vois, je vois tout de suite un plug là à faire très rapide, quoi. Bah, avec grand Quand le plaisir. Moi, temps sera venu, tu vois, on c'est fera quelque chose ça. que j'aimerais faire. Aller au Mali aussi, tu vois, c'est le pays de ma femme. Ok. Elle est malienne française. Ouais, j'allais te Mon poser la fils question. enfin, ma fille et mon fils, Hmm. malien, Malien, Côte d'Ivoire ivoirien, et France. français. Ok. D'accord. Faut qu'ils découvrent leur pays aussi. Et c'est leur pays d'origine aussi, tu vois. C'est Totalement. important. Totalement. Et tu vois, comme j'ai pas eu de figure paternelle africaine, Mhm. bah, je suis quand même assez proche de mon beau-père, tu vois, qui est malien, lui. Ah, ok. Tu vois, qui va D'accord. souvent à Bamako, tu vois, Ok. qui a une maison là-bas. C'est un projet, j'essaie de me mettre dans le projet aussi, de montrer que voilà, moi aussi, je veux contribuer. Ok. Ils sont de quelle tribu, tu sais? Bambara. Ok. D'accord. De Bambara, ouais. Hmm. Et tu vois, elle qui a eu la chance de grandir du coup avec la culture africaine. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça me. Ouais, En fait, ça t'apprend n'a jamais aussi. été là, mais c'est là, tu vois ce que je veux dire? Ben, si tu te maries avec quelqu'un, ça y est, ça rentre dans ta maison. Voilà, tu C'est vois. votre quotidien. En tout cas, il y a cet élément-là dans votre quotidien de tous les jours. Et quoi. c'est pour ça que j'étais très content quand tu m'invites, que tu m'invites sur le podcast aussi, parce que. Pour nous, il n'y a pas de doute. Ça fait partie de moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est des frères. Qu'on le veuille. Et c'est que, bon, moi je peux le dire, là, on est sur Kalimandjaro. Quand on m'a parlé de Podspace, c'est parce que tu es un Renoir qu'on est venu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on sait où on doit donner notre argent, à ceux à qui on va donner de la force. Et ce podcast-là, si nous, on peut contribuer à ce que les gens de la communauté te voient, bon, je pense que maintenant, les gens de la communauté te connaissent forcément, mais de notre écosystème, en tout cas, ils savent que, bah voilà, il y a un frère qui est là, qui fait les choses, qui les fait en grand. Et normalement, c'est là qu'on doit tous être, quoi, tu vois? Voilà. Donc, c'est. Nous, on est comme ça. C'est notre mode de fonctionnement. Et tu as ta place ici comme n'importe quel autre frère de la communauté, tu vois. Merci. C'est normal. Franchement, c'est tout à fait normal. Et justement, si tu as un message à laisser aux autres jeunes de la communauté, si tu veux laisser une bouteille à la mer, qu'est-ce que tu veux absolument que les gens retiennent de toute cette discussion qu'on a eue là? C'est. Parfois, ils vont vous dire que c'est pas possible. Faut pas les écouter. Ouais. Non. Toi, tu Faut pas n'as les écouté écouter. personne et t'es allé quand même. Des fois, être têtu, je te jure, ça paye. C'est vrai. Mais t'écoutes ta petite voix. Mais des fois, est-ce que cette petite voix, des fois, est-ce qu'elle te trompe? Bien sûr qu'elle peut te tromper, cette On est petite voix. d'accord. Tu sais, se tromper, c'est une bonne chose. Ouais. Moi, je suis content quand je fais des erreurs. Parce que je sais que je vais pas les recommencer. Oui, mais il y a erreur et erreur. Bien sûr, Tu bien vois ce que je sûr. veux dire? Mais quoi qu'il en soit, ça reste de l'apprentissage, tu vois. Ouais. Ça reste de l'apprentissage. Mais t'as pas une plus grande aversion au risque? Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, à 40 ans, j'ai une plus grande aversion au risque. Tu vois? Parce que j'ai vu plein de choses et que, tu vois, là, hier, j'étais à la boulangerie, un petit laisse sa clé comme ça. Il laisse sa clé pendant qu'il demande. Et je savais qu'il allait oublier sa clé. Tu vois? Et je me suis dit, toi, tu vas oublier tes clés. Je le regarde, et il prend son pain, il part. Et je dis, petit, oublie tes clés. Et tu vois, quand je regarde ça, je me dis, ça, c'est pas avec l'âge. Avant, j'aurais jamais fait ça, mais c'est parce que moi-même, j'ai perdu tellement mes clés que je le fais, tu vois. Donc ça, c'est sûr. Mais le fait d'avoir des enfants, le fait de
d'avoir l'âge et d'avoir vu beaucoup de bêtises, d'avoir fait aussi beaucoup de bêtises. Ça fait que maintenant, je réfléchis beaucoup plus avant de faire les choses. Et je pense que je perds cette spontanéité que toi, tu as encore. Je sais pas si c'est clair, moi, mais tu vois ce que je veux j'ai dire. compris ce que tu voulais dire. Moi, je pense que je suis encore un peu fougueux, tu vois, dans ma tête. Mais là, avec la deuxième arrivée de la petite, là, ouais. C'est vrai que ça m'a mis un petit coup en me disant, ah, vas-y, James, maintenant, tranquille. Tu prends des risques, mais là, faut pas te louper, frérot. Tu vois? Et donc ça veut dire que tu as pu prendre les mêmes risques. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, qui est difficile. Après, tout dépend, tu vois. Encore une fois, je trouve que c'est aussi une question d'argent, tu vois. C'est-à-dire demain, je sais pas, je revends Postpay, je suis multimillionnaire. Ouais, mais est-ce que tu feras tapis? Est-ce que tu vois? Parce que nous, non, les profils comme nous, là, oui, c'est vrai, on peut faire tapis. Hein. Moi, il y a des situations, là, j'ai posé, j'ai dit, oui. advienne que pourra. J'y crois, j'y vais, tu vois, en me disant, là, je peux mettre tout le monde dans la merde dans ma maison. Non, je pourrais pas faire tapis. Tu peux plus. Impossible, parce qu'on a une famille, tu vois. C'est ça. Une famille, et mine de rien, c'est aussi la chose primordiale pour laquelle on se bat. Totalement. Mettre la famille à l'abri. Et si toi, tu portes toute ta famille, tu peux pas te permettre de prendre un risque aussi élevé parce que tu prends pas un risque pour toi, tu prends un risque pour toute la famille. C'est ça. Donc, comment tu gères ça? C'est ça qui va être intéressant maintenant. On verra par la suite, tu vois. Mais je pense que tu as raison, ça sera des choix plus réfléchis. Ok. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Vraiment, c'était super. Et puis, de toute façon, nous, on est connectés. Déjà. Force à toi pour la suite. Force à toi aussi. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Ciao.